Dans le cloud. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au téléséminaire international des IREM de février 2026. Nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Auger, qui est professeure à l'université de Montpellier Paul Valéry et directrice de l'unité de recherche L'Humain. Elle travaille sur l'enseignement-apprentissage des langues à l'école, en particulier du français langue seconde, en France, le gypsy en Europe et au Canada. Et donc, elle va nous parler de l'enseignement des mathématiques en classe multilingue. À toi, Nathalie. Merci beaucoup hein, à vous toutes et tous les collègues de l'IREM. Je suis très contente aujourd'hui de vous présenter ce séminaire et d'y participer. Donc, comme mon collègue l'a dit, je suis enseignante et chercheuse en sciences du langage. Donc, vraiment, l'optique que je vais vous présenter aujourd'hui pour l'enseignement mathématique, c'est un objectif langagier, on va dire, hein, en priorité. Mais vous verrez que je travaille aussi à Montpellier avec des didacticiens des maths. Je pense à Vivienne Durand-Garrier, je pense à Aurélie Chenet. Et donc, on a des projets de recherche en cours pour travailler dans les classes multilingues. Alors, j'ai vu que vous étiez nombreux et nombreuses à travailler avec des élèves allophones, donc ça veut dire qu'ils viennent d'arriver en France, donc ils ont des besoins effectivement en français et en même temps, ils doivent continuer leurs apprentissages en mathématiques, hein. Ça ne veut pas dire que ils arrivent avec un niveau complètement débutant en mathématiques. Parfois même, ça peut être l'inverse, hein. On avait des élèves, par exemple, arabes syriens avec une compétence en algèbre beaucoup plus avancée qu'en France parce que en fait en Syrie le programme comme dans de nombreux pays hein, les programmes sont différents les programmes de maths et donc on a des fois des élèves ils peuvent être plus avancés. Et donc, je trouve que c'est positif de voir les choses de cette manière-là, c'est-à-dire qu'ils vont pas avoir forcément une problématique en mathématiques, mais ils vont avoir une problématique de rentrée dans les pratiques langagières. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, j'ai vu ce soir parmi vous qu'il y a des collègues qui enseignent en CLIL, EMIL. Donc, on a essayé de revoir un peu ces sigles, hein, l'enseignement d'une matière. Donc là, c'est les maths au travers d'une nouvelle langue. Donc ça peut être une langue vivante étrangère. Alors souvent en France c'est l'anglais, l'espagnol, l'italien, mais ça peut être aussi une langue régionale comme l'occitan, le basque. Et donc c'est la même problématique, c'est-à-dire que les élèves ils ont des connaissances en mathématiques, mais il faut continuer à les développer. Et ils continuent à les développer au travers de cette langue mais qu'ils ne connaissent pas forcément, enfin ils n'ont pas encore toutes les compétences peut-être, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que ces compétences, elles vont se cumuler, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on va faire des mathématiques, on va développer des compétences en langue, et en même temps qu'on va développer des compétences en langue, on va développer des compétences en mathématiques. Alors, pour les élèves qui sont des élèves allophones nouvellement arrivés, des élèves migrants, ou bien des élèves qui sont dans ces dispositifs CLIL, EMIL, DNL, ça paraît évident. Mais en fait, ce que j'aimerais dire, et c'est la problématique que je défends, même si aujourd'hui le titre du séminaire c'est enseignement des mathématiques et classe multilingue, eh bien, c'est que pour nos élèves francophones, parfois, c'est pas forcément des problématiques liées aux mathématiques en tant que telles qui posent problème aux élèves, c'est aussi les pratiques langagières liées aux maths qui, eh bien, peuvent générer de la difficulté à entrer dans la co-construction des connaissances mathématiques. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que vous voyez, ce qu'on dit là, c'est valable aussi pour nos élèves francophones qui, encore une fois, ont peut-être des problèmes avec les maths parce qu'ils ont des problèmes au niveau des pratiques langagières, parce que les pratiques langagières en maths sont assez spécifiques. Et donc, encore une fois, c'est du français langue académique, hein, c'est du français langue de scolarisation. Alors, on pense à ce mot français langue de scolarisation pour les élèves migrants, pour les élèves allophones, mais par exemple, quand on va en Suisse, le français langue de scolarisation, c'est pour tout le monde. C'est cette langue académique qu'on retrouve différentes matières, pardon, et qui n'est pas forcément très accessible pour les élèves. Donc voilà, c'est un peu la position aujourd'hui que je vais dérouler tout le long du séminaire. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait, eh bien, je vois que Christian, il a désiglé tout, me mettre un petit mot
dans le fil de discussion. Et puis, moi, j'essaierai d'intégrer vos commentaires ou vos remarques. Bien sûr, on aura un échange à la fin. Mais si vous avez envie de commenter ou de poser des questions au fil de l'intervention, eh bien, j'essaierai d'intégrer ça dans mon exposé. Alors, première chose que je voulais aborder en termes de problématiques et de défis, c'est que on s'aperçoit qu'il y a quand même des questions récurrentes de la part des enseignants. Donc, on a des compétences hétérogènes dans la classe, à la fois en maths, mais à la fois aussi en français. Et puis, on ne sait pas très bien comment on doit articuler ces deux éléments, mais on sent bien que, il y a un travail de ces compétences à articuler. Il y a beaucoup de collègues aussi qui nous demandent en UPE2A en nous disant, mais voilà, les élèves qui arrivent en France, qui savent pas encore parler français, mais comment ils vont faire des maths? Est-ce qu'il vaut pas mieux attendre qu'ils développent des compétences en français pour pouvoir faire des maths? Alors vous savez que à l'école française, on a choisi l'inclusion en maths directement, c'est-à-dire que les élèves migrants, ils vont directement en maths, même si ils sont arrivés en France la veille et qu'ils connaissent pas du tout un mot de français, mais parce que on suit les recommandations des expertises scientifiques qui disent que en faisant des disciplines, on va aussi développer des compétences dans les matières et dans les langues, et donc il vaut mieux que les élèves aussi continuent de développer des compétences dans la matière et pas stopper toute la scolarité, faire que du français pendant un an et ensuite après être replongé dans des disciplines, notamment les maths. Donc après, ça pose une autre question, c'est qu'il faudrait former nos enseignants de maths à accueillir des élèves allophones, puisque en fait c'est la législation et le droit français, mais c'est très très peu fait. Alors moi j'ai de la chance à Montpellier parce que comme je travaille avec mes collègues en didactique des maths, je fais une journée de sensibilisation à l'accueil, mais pas qu'à l'accueil, au travail avec les élèves allophones en classe. Donc ça, c'est quand même une chance, mais toutes les INSPE sont pas forcément équipées voilà, de collègues comme moi qui viennent. Enfin, moi, je viens de l'université en face, de l'université de Montpellier Paul Valéry, parce que à Montpellier, l'INSPE, donc la faculté d'éducation, est hébergée par l'Université des sciences. Donc, je traverse la route et je vais rencontrer les étudiants qui ont réussi le concours de maths et on travaille ensemble voilà, à comprendre quelques éléments concernant la didactique des langues et de leur dire, ça va vous servir avec vos élèves allophones, mais en fait, ça va vous servir aussi avec vos élèves francophones qui peuvent avoir des difficultés avec les pratiques langagières des maths, parce que les maths, c'est aussi du français, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est de nombreux projets européens. Tu en as cité un tout à l'heure concernant le fait de sensibiliser les enseignants aux dimensions langagières, quelles que soient les disciplines, et pas que dans la classe de français, langue étrangère, ou pas que dans la classe de français, littérature, etc. En fait, tous les sujets, enfin toutes les disciplines, sont traversées de pratiques langagières. Donc ça, c'est très très important de les considérer. Et donc, pour moi, c'est une problématique proche, les élèves allophones et les élèves francophones, parce qu'on a cette problématique de français langue de scolarisation, et c'est important de traiter les deux. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure théoriquement. Effectivement, Sohan confirme que voilà, les enseignants des matières, et notamment des maths, évidemment, ont de l'appréhension à accueillir ces élèves parce qu'ils n'ont pas de formation du point de vue de la langue, du point de vue linguistique. Mais encore une fois, c'est pas des formations qui sont trop coûteuses en temps et en énergie. Et je pense que voilà, il y a des choses que je vais dire ce soir qui seraient intéressantes de répercuter dans les formations. Et nous, c'est aussi ce qu'on fait. C'est la raison aussi pour laquelle je suis là ce soir, parce que je pense que c'est important de connaître voilà, un certain nombre de fondements. Mes collègues en didactique des langues vont s'ennuyer parce que c'est des choses qu'elles connaissent. Mais pour les enseignants de maths, c'est quelque chose qui est nouveau. Et en fait, ça va nous permettre de différencier peut-être plus facilement, vous voyez, pas différencier seulement du point de vue des notions mathématiques que on va introduire dans les cours, mais aussi différencier du point de vue des pratiques langagières. Alors, les parents aussi, sont comment faire pour qu'ils deviennent coéducateurs. Donc, on verra dans des projets, notamment avec Aurélie Chenet qu'on a mené là il y a quelque temps à Béziers.
on a demandé aux parents, voilà, comment eux, ils pouvaient dire dans les langues qu'ils connaissaient un certain nombre de choses liées à certaines notions mathématiques qu'on a pu travailler avec les élèves, notamment la question de distance et la question de mesure. Donc voilà, il y avait des choses intéressantes qu'on a fait avec les parents, qu'on a pu faire avec les parents. Et ça, je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Et vous voyez, malheureusement, encore dans les programmes de français, et dans les programmes en général, hein, le socle commun, on dit qu'il faut que l'élève maîtrise la langue, hein, maîtrise le français. Or, en fait, personne ne maîtrise. Ce qui compte, c'est de voir comment travailler les compétences. Alors ça, on le verra tout à l'heure, et je vous le montrerai notamment au travers d'un manuel, parce que là, je vais commencer par un certain nombre voilà, de notions et de conceptions en sciences du langage, en didactique des langues, et puis comment ça peut trouver son chemin pour des enseignements en mathématiques. Et puis après, je vous montrerai par rapport à un cahier qu'on a pu faire à destination notamment des élèves allophones, comment justement on essaye de travailler la langue et maîtriser la langue ou travailler la langue, c'est travailler différentes compétences. Et donc, c'est important de les faire travailler, donc de l'oral, de l'écrit, de la compréhension, de la production et du monologal et du dialogal. Alors là, vous voyez, je vous ai... donc moi, je l'ai dit hein, d'ailleurs aux collègues voilà, au ministère de l'Éducation nationale, maîtrise de la langue, c'est vraiment, ça peut être très enfermant, voire stigmatisant, hein, mais bon, on continue de l'utiliser malheureusement dans les programmes. Mais ce qu'il faudrait plutôt dire, c'est est-ce que ce qui est important pour le moment pour l'élève, c'est de travailler la compréhension orale, par exemple des consignes orales en mathématiques? Est-ce que l'élève les comprend? S'il les comprend pas, qu'il est un élève allophone, à ce moment-là, en plus aujourd'hui avec l'IA et avec des traducteurs, on peut peut-être traduire la consigne en turc, en swahili, en arabe pour que l'élève appréhende la consigne. Et puis après, on la retraduit en français. Et là, on commence à s'approprier la consigne à l'oral en français. Ça, c'est des choses qu'on peut faire facilement, mais souvent les enseignants de maths pensent pas à ça parce que très fréquemment, ce qu'ils me disent, c'est ah, mais moi, je sais pas quelle langue parlent mes élèves qui viennent d'arriver en France et qui sont dans ma classe. Alors là, c'est quand même très important, évidemment, de savoir quelles sont les langues parce que justement, ça pourra nous aider à traduire, alors soit avec un traducteur, soit avec l'IA, l'ordinateur, le téléphone, ou bien tout simplement, on a peut-être d'autres élèves ou dans l'établissement scolaire, on a peut-être d'autres collègues qui parlent ces langues et qui, à un moment donné, pourraient traduire pour les élèves. Donc, vous voyez, ça, c'est ce que mon collègue Laurent Gaillot appelle, par exemple, la micro-alternance. Donc, on alterne les langues, voilà, tout simplement pour se rendre service hein, et pour aller plus loin. Et en même temps, c'est pas. Il y a des fois des collègues qui disent, oh là là, j'ai peur de faire ça et de l'enfermer dans des langues qu'il connaît déjà et que l'élève n'apprenne pas le français. Mais il faut savoir que quand on est 6 heures par jour à l'école, on est plutôt en surcharge cognitive du français. Donc l'exposition, elle est quand même très très là, très très présente, hein, très fréquente. Donc ce qui compte, c'est surtout que l'élève, il arrive, comme disait Daniel Moore, à avoir des bouées transcodiques hein, pour passer d'une langue à l'autre et après pour mieux s'approprier le français. Ce qu'il faut aussi travailler, c'est la compréhension de l'écrit. La consigne, elle peut être donnée à l'écrit ou bien un problème à l'écrit, etc. Donc, il faut être sûr, il faut s'assurer que l'élève rentre dans l'écrit. Et vous voyez que ce que je vous dis qui est évident pour un élève allophone, hein, l'institution les appelle allophones, on pourrait les appeler plurilingues, on pourrait les appeler autrement, ou des fois on les appelle élèves migrants. En tout cas, ce qui est évident pour ces élèves-là, à travailler. Ça l'est moins pour un élève francophone, mais moi, enfin nous, on en est là avec nos collègues didacticiens des maths. Là, on travaille par exemple avec Viviane Durand-Guerrier, Léda Robot et toute son équipe sur justement les items PISA. Comment ils sont traduits d'une langue à l'autre, parce que vous savez que les items PISA, ben voilà, ils sont traduits pour pouvoir être passés dans toutes les, dans tous les pays. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que selon les langues, il va y avoir des langues où ça sera peut-être plus simple de comprendre que dans d'autres langues parce que il y a peut-être moins d'ambiguïté, moins de polysémie. Et ça va dépendre un petit peu des consignes. On peut pas dire que c'est plus dur en français, plus dur en anglais, etc. hein. Mais tout simplement de dire que il faut faire très attention, que c'est le langage n'est pas transparent. hein. On a l'impression que parce qu'on se parle et parce qu'on partage la même langue, c'est transparent. Ben non, en fait, ça c'est une des premières leçons de linguistique qu'on fait généralement, c'est de dire, ouais, on a l'impression que le langage est transparent, mais ça peut être assez opaque quand même. Voilà. Alors après, il y a aussi la question de la production orale, comment l'élève va produire à l'oral. hein. Donc voilà, il va au tableau ou il répond à l'oral. Quand il répond aussi à l'écrit, donc ça, il faut l'aider
voyez, hein. Là, j'ai pas le temps de vous le montrer, mais si vous avez l'occasion, et peut-être qu'on pourra le remettre dans le chat, je vous conseille d'aller voir un petit film petit parce qu'il est court le temps, hein. Il dure une quinzaine de minutes, une douzaine de minutes. Mais c'est un grand film par l'esprit, hein. C'est un film qui s'appelle Immersion. C'est un film américain qui a été primé, hein, qui a eu beaucoup de prix. Et c'est l'histoire d'un jeune qui arrive probablement du Mexique, hein, qui a passé la frontière mexicaine avec ses parents, qui est scolarisé pour la première fois dans un collège et qui fait des maths. Et lui, il n'est pas en retard sur les maths, il adore les maths, mais le problème, c'est qu'il ne peut pas s'exprimer à l'oral, il ne peut pas expliquer oralement comment il a réussi à résoudre le problème. Ce qui fait même penser à l'enseignante, mais peut-être qu'il a triché en fait. Est-ce que vraiment il a compris d'où il sort ce résultat, comment il a pu calculer, etc. Donc vous voyez encore une fois, c'est la problématique de ces compétences, hein, qui sont complètement rendues opaques par cette formule maîtrise de la langue. Vous voyez qu'on peut comprendre des choses, mais simplement, on n'est pas capable encore de produire à l'oral ou à l'écrit. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc allez voir ce petit film Immersion et vous verrez. Alors en plus, ça a été tourné avec un élève allophone, hein, et qui parlait très très peu l'anglais. Voilà, qui parlait espagnol bien sûr, mais qui parlait très peu l'anglais. Et donc, ça montre bien toutes les difficultés qu'il a, et puis les difficultés aussi avec l'institution. Le principal qui parle espagnol aussi, mais qui dit, oh non, 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 on va pas traduire. Pour lui, les tests et les examens en espagnol, c'est trop de travail, etc., etc. Donc, vous voyez, là aussi, il y a un problème d'éthique, parce que ce qui nous intéresse, c'est que l'élève, il continue à construire des compétences en maths, et qu'après, il puisse continuer à pouvoir développer des compétences aussi en français, en tout cas dans la langue de scolarisation. Donc voilà, ça c'est vraiment vraiment intéressant. Et puis il y a quelque temps, cet acteur, il a été interviewé de nouveau. Et bon, maintenant il est parfaitement fluent en anglais. Et voilà, il a réussi sa scolarité, mais il explique qu'effectivement il a eu beaucoup de stress aussi pendant ce moment de tournage et au moment de faire ses cours de maths. Donc ça c'est vraiment très 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 intéressant. Et puis, il y a aussi deux autres choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on est ancien en maths, c'est que dans les compétences à l'oral et à l'écrit, eh bien, il y a les dimensions monologales et il y a les dimensions dialogales. Et ça n'engage pas, évidemment, au niveau verbal, au niveau lexical, les mêmes enjeux. Donc, produire un monologue ou produire un dialogue, c'est pas du tout les mêmes compétences qui sont requises. Donc, vous voyez, en fait, dire d'un élève il est A1 ou il est A2 ou il est A1.1, ça dit pas grand-chose parce que en fait, il faudrait savoir il est à A1 en compréhension orale, en compréhension écrite ou bien il est A2 il est A2 en compréhension orale mais il est A1 en production écrite. Donc vous voyez, il faut être un petit peu plus précis dans le diagnostic. Donc ça c'est vraiment très très important de bien le comprendre. Donc voilà, ça c'était un point pour moi qui, en didactique des langues, je trouve a quand même beaucoup apporté à ces questions où on a l'impression que finalement le langage, c'est pas un problème. Donc merci à Catherine et merci à Christian d'avoir mis le lien dans le fil de discussion. Je vous encourage, on n'a pas le temps de le voir là, mais je vous encourage à aller voir ce film parce que il est vraiment très bien. Et moi, je l'utilise justement avec mes étudiants, enfin mes collègues, parce qu'ils ont réussi le concours pour devenir prof de maths, mais en maths. Donc voilà. Alors, vous voyez qu'on a finalement des demandes qui sont un petit peu paradoxales. Et notre cadre, il est un petit peu complexe parce qu'on nous dit sur PISA, oh là là, les élèves, ils ont des problèmes en français, ils ont des problèmes en maths, ils ont des problèmes en langue. La Commission européenne nous dit depuis 2019, bon, il faut au moins que l'élève il connaisse deux langues en plus de ça ou ses langues familiales. Et en même temps, vous voyez qu'on a un paysage scolaire multilingue qui est intense, hein, qui est, comme on dit au Canada, donc avec de nombreuses langues. Mais en fait, ces langues, finalement, c'est pas les bonnes langues, hein. On préférerait, voilà, de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire avec des langues, notamment des langues orales, par exemple, hein, qui sont peu scripturalisées, des langues dans lesquelles les élèves n'ont peut-être pas été scolarisés. Et puis aussi, voilà, on oublie de dire, j'en ai un peu parlé en préambule,
que la langue académique de l'école, eh ben, moi, mes enfants qui peuvent peut-être m'entendre voilà, proférer les séminaires, ils sont dans la même situation que les autres, même s'ils sont peut-être, on peut les aider à la maison, mais on ne parle pas ou on n'écrit pas la langue académique à la maison. Personne ne le fait. Donc ça, je pense que c'est important de revenir là-dessus parce que finalement, cette problématique du multilinguisme ou du plurinormalisme, elle est partagée par tout le monde et c'est vraiment très important d'y revenir. Donc c'était un peu l'objet de notre livre avec Emmanuel Le Pichon-Wortsman sur les défis et les richesses des classes multilingues. C'est ce qu'on avait essayé de développer ensemble. Alors, quelques rappels théoriques que je trouve quand même importants et qui sont pas nouveaux, hein. Voilà, des théories et des notions qu'on connaît depuis les années 70, que maintenant on est capable de voir concrètement dans les IRM par rapport justement à la mobilisation du répertoire du locuteur, hein, quand on met un locuteur dans un répertoire et qu'on le fait parler dans plusieurs langues ou qu'on le met dans des contextes énonciatifs, etc. On voit bien que il y a une mobilisation du répertoire qui engage à la fois plusieurs normes hein, dans la langue, donc intralangue, et puis aussi des liens entre les langues qui se font. Donc ça, c'est important aussi. Hein. On dit, oh là là, les élèves ont un accent, par exemple, quand ils parlent français, c'est tout à fait voilà, une logique. Puisque en fait on a une compétence générale, on a un répertoire langagier et après on pioche dans ce répertoire selon le contexte d'énonciation. Donc c'est pas, vous voyez, là aussi on a ce fantasme de maîtrise, ce fantasme de pureté de la langue, mais en fait non, c'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne l'humain. Donc je pense qu'il faut, c'est pas être démagogique et revenir à des choses, voilà, simplifiées pour l'élève mais en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, il faut arrêter de s'étonner de fonctionnement humain. Moi, c'est pour ça que mon labo, il s'appelle l'humain, hein, parce que c'est vraiment revenir à notre fonctionnement. Et quand on sait comment on fonctionne aussi, ça nous permet de mieux comprendre comment agir avec les élèves et arrêter de stigmatiser, parce qu'en fait, on stigmatise énormément, mais c'est de la violence ordinaire, on s'en rend pas du tout compte. Hein. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose voilà, auquel je tiens. Je pense que c'est important. Alors, ça peut-être, certains le connaissent, hein, les didacticiens des langues, mais en maths, je pense pas que vous le connaissiez. C'est une représentation qui est même pas de Cummins d'ailleurs. Il me l'a dit il y a quelques années, mais moi, j'étais sûre que c'était de lui. Il m'a dit non, non, c'est quelqu'un qui a donné cette représentation de ma théorie où il parle de l'interdépendance des langues, c'est-à-dire que en fait, donc on reprend Goompers, ça, on a un répertoire commun avec des langues, des normes, et en fait, vous voyez que par exemple, si vous avez, je sais pas moi, en maths, vous avez la notion de sommet qui est utilisé dans le langage courant et aussi qui est utilisé en maths, par exemple en langue 1, c'est pas dit qu'en langue 2, ce soit le même mot. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comme on ne le sait pas, hein, l'élève, il va aller piocher peut-être le mot de sommet, il va le traduire dans la langue qui est attendue. Et puis, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Mais ce qui est important là, ici, c'est de comprendre comment ça marche, cette histoire d'interdépendance des langues. Camille, s'il l'a fait d'une langue à l'autre, hein, alors on pourrait mettre langue 3, langue 4, hein, peu importe, mais moi j'ai envie de vous le montrer aussi par rapport aux normes, c'est-à-dire que vous voyez cette histoire de sommet, eh ben, effectivement, dans la norme quotidienne, sommet, c'est vraiment voilà le haut d'une montagne, etc. Mais le sommet d'un triangle, par exemple, quand même, il y a un continuum. Moi, j'aime pas dire que c'est un faux ami. Je sais qu'il y a beaucoup de travaux sur la secondarisation, donc il y a un sens premier, un sens second. Bon, pourquoi pas? Mais moi, ce que j'aime, c'est soutenir l'élève dans son continuum et dans les liens qu'il peut faire dans son répertoire, et de dire, un sommet, oui, il y a cette idée il y a un continuum, hein, il y a cette idée que c'est haut, il y a cette idée que c'est, voilà, c'est vraiment, il y a la notion de hauteur, etc. Mais après, il y a des adaptations selon les contextes, mais c'est ce qu'on fait tout le temps, en fait, hein. C'est pas que en maths ou c'est dans tous les contextes énonciatifs spécifiques, en fait, on va reconnoter, en réalité, hein, un mot ou un autre. C'est ce que Galisson appelle la charge culturelle partagée. Ça va dépendre un petit peu de
du contexte énonciatif et de ce qu'on va discuter. Et le mot, il aura un sens spécifique à ce moment-là. Donc voilà, là, vous voyez, ça marche pour les langues, mais ça marche aussi effectivement pour les normes dans une langue. Donc ça, je pense que c'est important aussi. Alors, Sohan dit qu'en anglais, on utilise vertex pour le sommet d'un triangle, alors que certains élèves tentent d'utiliser summit, qui existe aussi en anglais. Mais vous voyez, it's a nice try, bien joué. La linguistique, c'est pas la grammaire. Les pratiques langagières, c'est pas la grammaire. C'est-à-dire qu'on essaye de s'approcher. Jouons avec la langue, jouons avec notre répertoire, et petit à petit, essayons de. Alors moi, j'ai une métaphore. Je dis que le répertoire, la compétence plurilingue et pluriculturelle, c'est comme un diamant, un langagier qu'on a, et on va façonner nos facettes, on va faire briller notre diamant en étant de plus en plus précis sur un thème. Et puis, bah voilà, on va comprendre que c'est Vertex, que c'est pas Summit, mais pourquoi, comment, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est d'encourager les élèves à faire ces liens avec le répertoire. Et moi, je trouve que avec la culture éducative qu'on a en France, on est encore un peu trop réticent à travailler comme ça. Et pourtant, pour moi, les langues, les normes, c'est un jeu linguistique. Et c'est par ce jeu, comme il y a des jeux mathématiques, qu'on arrive eh bien, à développer les pratiques langagières qui sont attendues dans le contexte notamment des pratiques mathématiques. Alors là, je rends hommage à mes collègues suisses et à Bernard Pie. Voilà, j'adore cette citation qui dit que finalement, pour lui, quand on parle de répertoire avec le plurilinguisme, c'est la même chose finalement que quand on passe d'une norme à l'autre. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Et donc, voilà, ben, moi, je m'inscris complètement dans ce paradigme. J'ai pas le temps d'y revenir, mais en sciences du langage, il y a eu vraiment voilà, des collègues qui ont travaillé sur la question du plurinormalisme, la sociolinguistique scolaire, et puis après, je pense aussi aux travaux de Bautier en sciences de l'éducation, sur la secondarisation, etc., etc. Il y a des collègues qui ont travaillé plus sur le plurilinguisme, mais pour moi, il est temps de réunir ces deux paradigmes parce que c'est la même problématique. Donc ça, c'est très important. En tout cas, moi, j'y tiens beaucoup et c'est le discours que je tiens et je pense que ça peut aider les enseignants dans leur ensemble de comprendre ça. Alors, vous voyez que ça, encore une fois, les didacticiens des langues comprennent bien l'institution comme le Conseil de l'Europe, avec le cadre européen commun de référence des langues. Donc, quand on enseigne les langues, il est bien dit qu'on a donc ce répertoire que je viens de vous présenter, qui vient des théories de Gompers, de Camille, etc., et repris par l'institution, où on dit bien, bah, l'élève, il a une compétence plurilingue et pluriculturelle. Donc, normalement, ce qui est important, c'est de solliciter ce répertoire langagier. Donc vous voyez ça a été dit en 2001 et Daniel Coste, qui a participé à la rédaction de ce cadre, a dit mais c'est dommage parce que finalement cette compétence plurilingue et pluriculturelle, elle fait un peu sa vie de son côté avec des collègues qui travaillent sur le plurilinguisme, etc. Mais voilà, il y a pas encore. Alors, il n'y avait pas encore beaucoup d'outils pédagogiques, de sites pour voilà voir un petit peu comment on s'en sort, etc., etc. Et bon, je dois dire que quand même depuis 25 ans, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, donc ça c'est plutôt bien. Et c'est vraiment intéressant de voir que effectivement. Eh bien, bah, petit à petit, on a des outils et je vous en montrerai un ce soir. Voilà. C'est l'occasion aussi de vous montrer un petit peu comment toutes ces théories, moi j'ai essayé en tant que responsable d'édition avec mes collègues enseignants de mathématiques d'essayer de proposer un cahier pour les élèves qui reprennent ces théories-là. Autre chose aussi, enfin, un schéma que je trouve assez parlant, probablement certains le connaissent, c'est la plateforme de ressources et de référence pour une éducation plurilingue et interculturelle. Et en fait, moi, je trouve que ça montre bien que quand on fait des maths, par exemple, vous voyez, donc on est en cours de maths, eh bien, pour autant, on peut tout à fait solliciter les langues régionales, les langues minoritaires, les langues de la migration, les autres langues apprises dans l'établissement, d'autres langues vivantes étrangères, les langues anciennes, le grec, le latin, pourquoi pas, des langues régionales. Donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi de prendre en compte tout ça et puis de voir comment ça peut
comment ça peut jouer pour les élèves, hein, et de pouvoir, quand on est en cours de maths, de penser qu'on peut aussi solliciter ces langues, mais pas juste parce que ça fait joli, parce que ça, c'est un petit peu, voilà, il y a beaucoup de beaux projets sur le plurilinguisme, mais en fait, c'est un peu déconnecté des fois des projets pédagogiques et des objectifs des programmes. En fait, non. Tout ça, c'est pour aider à rejoindre les objectifs des programmes et pour que les élèves soient encore plus en réussite. Donc, c'est pas des choses qu'on fait à côté, c'est des choses qu'on fait pour. Voilà. C'est pour ça que moi, didactique du plurilinguisme, ça me parle pas tant que ça. Et je pense qu'en fait, là, on est en train de se tirer un peu une balle dans le pied, nous les chercheurs, mais ça, c'est un peu nos querelles, enfin pas nos querelles, mais nos interrogations internes. C'est parce que pour moi, voilà, c'est la didactique du français ou la didactique des maths, c'est ça qu'on met en place en sollicitant les ressources langagières des élèves au niveau des normes qu'ils connaissent du français et au niveau des autres langues qu'ils connaissent. Alors vous allez dire, ah oui, bon, je coupe les cheveux en quatre, mais en fait, pas tant que ça. Parce que souvent, les collègues, les enseignants ne comprennent pas vraiment qu'est-ce que c'est que cette didactique du plurilinguisme. Ben, moi, je comprends qu'ils ne saisissent pas bien, parce que, en fait, non, moi, je fais de la didactique du français, et dans la didactique du français, j'adjoins les langues et les normes des élèves. Et j'adjoins pas que les langues. Donc, je suis pas que dans du plurilinguisme, je suis aussi dans du plurinormalisme et aussi dans une perspective pluriculturelle, interculturelle, c'est-à-dire que je m'appuie aussi sur beaucoup de, voilà, un certain nombre de notions, ça on pourra y revenir, de l'interculturel qui permettent aussi d'avoir un peu d'éthique, enfin un cadre éthique justement pour aussi développer ces pratiques. Voilà. Alors donc ce schéma, si vous intéresse, vous pourrez aller voir un petit peu ce qu'il en est sur le site du Conseil de l'Europe. Et puis les conséquences didactiques et pédagogiques que ça entraîne, Jean-Claude Béaco et Michael Barham le disent, c'est que finalement, la gestion de ce répertoire implique que normalement, eh bien, quand on enseigne une matière comme les maths, eh bien, on devrait solliciter toutes les langues et toutes les normes que l'élève connaît et pas seulement certaines. Donc ça, c'est un peu, enfin, si vous voulez, ça a été dit en 2007, mais bon, moi, je travaille beaucoup avec les collègues, beaucoup avec les classes, beaucoup avec les enseignants et les élèves et les parents. Et bon, c'est des projets qu'on porte. C'est pas, il y a des enseignants qui le font maintenant, qui ont été formés et tout ça, mais on peut pas dire que ce soit généralisé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en France, il y a un Conseil supérieur des langues depuis quelques années, dont je fais partie d'ailleurs. Et l'objectif de ce conseil, c'est intéressant parce que c'est mettre en relation les langues vivantes, les langues anciennes, les langues régionales, le français, et aussi de se dire que ce français, il est utile aux autres disciplines, dont les maths. Et donc, voilà, nous, c'est aussi le message qu'on cherche à porter pour dire que, il est nécessaire de solliciter le répertoire de l'élève dans son intégralité. Voilà, donc ça, si vous voulez, je peux, ça fait le petit moment de pause, hein, je vais vous montrer une petite vidéo. J'espère que vous aurez le son, hein, sinon vous me le dites. Voilà, c'est une toute petite vidéo qu'on a faite à l'école maternelle. Mais après, si ça vous intéresse, on a fait des vidéos aussi pour tous les âges. Mais pour montrer que voilà, on fait des choses dans toutes les langues des élèves et ça permet de compter en mathématiques, ça permet voilà, de faire tout un tas de choses. Donc je vais essayer de vous passer la petite vidéo. Sambung terus Om. Alors, je ne sais pas si vous entendez, si vous avez du son. Oui, c'est du français. C'est vous qui avez choisi la couleur bleue. Donc en français, on sait dire bonjour, au Oui, c'est bon. Ah, pardon, du coup, j'ai regardé. Excusez-moi, je renvoie. revoir, oui, non, merci, s'il te plaît. En rouge, c'est quelle langue? Alors, ça commence par A, oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas de l'arabe. Alors, on va voir. Hello, goodbye. C'est quelle langue? En anglais. En anglais. Merci. En anglais. Et en orange, c'est quelle langue? Chut. Alors écoutez. Hola. Adios. Quelle langue? Photo. Espagnol. Muy bien, espagnol. Ah, en vert. Salam. En arabe. En arabe. Voilà, salam alaikum. Slama. Salama. En arabe. Ça veut dire quoi, salama? Slama. Avoir.
Shukran. Chocolat, ça veut dire merci. Et en rose, quelle langue? Alors je vous dis. Nangadef, Mangidem, Djerejef. C'est quelle langue? En voilà. Et la dernière, celle où il n'y a rien pour l'instant. Italienne. Non, Oursari. en Oursari. Noursari, c'est la langue des Roms. Et qui c'est qui parle Oursari ici? Rebecca. Mais Rebecca, elle n'est pas encore tout à fait prête pour nous dire comment vous avez vous. Mais bientôt, hein Rebecca? Nous, en tout cas, on attend. Lundi 12, on est parti. Asia. Vas-y. Salam, Asia. Rebecca. Hola. Hola, ¿qué tal? Awa. Salam alaikum. Salam alaikum. Awa. Amel. Maganda. Bien, Nangadé. Bien, bien, bien. Amina. Hello. Hello, Amina. How are you? Hi. Bonjour. Selma. Salam. Amir. Papa. Oui, Nangadé. Rania. Adi ou Rania? Jouaria. Hello. Hello. Bien, en anglais. Sarah. Hola. Hola, muy bien. 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, واحد زد ثلاثة أربعة ثمانية سبعة صفر 3 4 5 6 7 8 9 10. Voilà, donc ça c'est tiré d'un projet Listiac, donc pour sensibiliser tous les enseignants de toutes les matières à utiliser les langues et les normes des enfants. Et aussi pour vous dire que lors de cette vidéo, l'enseignant ne connaît pas toutes les langues des élèves, mais c'est pas grave. C'est donc les élèves qui vont compter dans leur langue. S'ils ne savent pas, on s'appuie aussi sur les parents. Donc on avait fait des murs sonores, par exemple, où les parents sont venus compter dans leur langue. Après, on regarde est-ce que on compte différemment, par exemple 10, 11, 12. Est-ce que dans certaines langues c'est 10 plus 1, 10 plus 2. Voilà, donc il y a plein de réflexions méta qu'on peut avoir sur la langue et sur les maths. Et ça, les parents, c'est très important parce qu'ils nous aident beaucoup à la maternelle, mais même au collège, on les sollicite, au lycée, on les sollicite aussi. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, on inclut aussi beaucoup les parents dans ce qu'on fait à l'école, dans les différentes langues. Donc, voilà. Et l'enseignant, bah, lui, il apprend avec les élèves. Donc, bah, peut-être qu'il savait pas compter en italien. Et puis, grâce à ses élèves, eh bien, petit à petit, il a appris à compter. En fait, c'est pas un effort, hein. Donc, voilà. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que moi, j'ai conceptualisé cette compétence plurilingue et pluriculturelle sous la forme de ce que j'appelle un diamant langagier. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, hein. Donc, l'idée, c'est que on a bien cette compétence avec différentes langues, différentes normes. Et puis, en fait, chaque facette, c'est un certain nombre d'activités que les enseignants peuvent faire avec les élèves, notamment dans le cours de maths. Donc déjà, une facette très importante, c'est quand même d'identifier et de connaître les langues et les normes que connaissent les élèves, hein. Marissa parlait justement voilà des langues minorées. Bah, effectivement, il faut savoir si ces langues existent, si après justement, vous voyez, il y a une autre facette pour utiliser des ressources plurilingues et pluriculturelles. Est-ce qu'on peut avoir des manuels ou est-ce qu'on peut avoir des documents dans ces langues ou les générer grâce à voilà à des plateformes. Donc ça, c'est important aussi. Et après, d'utiliser ces langues comme ressources, ça, je vais en parler
plus avant, hein. Donc là, on voit comment l'enseignant il a pu faire à l'école maternelle, que les élèves puissent se mettre en tutorat, alors par langue ou alors par compétences en maths. Mais vous voyez, changer un petit peu les places des élèves, parce que ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas toujours un élève plus avancé en maths qu'un autre, ou plus avancé en français qu'un autre, mais à tout moment, voilà, on a peut-être des élèves, comme je vous disais, qui viennent, qui parlent arabe syrien et qui sont très forts en algèbre. Eh ben, peut-être qu'ils peuvent expliquer, alors ce sera en arabe syrien, mais ils vont expliquer ce qu'ils ont compris, et puis après, il y aura un autre élève qui pourra traduire en français, ou bien un autre élève qui expliquera en français, etc., etc. Mais vous voyez, le diamant langagier, c'est l'idée que tout le monde peut briller, et tout le monde a un répertoire qu'il peut utiliser. Ça, je pense que c'est important aussi, parce qu'on a toujours l'impression que des fois, on voit l'élève un peu comme vierge de toute connaissance et vierge de tout savoir, et malheureusement, voilà, c'est entravant pour l'élève. Bon, ça, j'y reviendrai pas, mais on peut utiliser aussi les environnements en dehors de l'école. Nous, on a beaucoup travaillé, voilà, en dehors des écoles, dans les médiathèques, dans les associations, ben pour, voilà, si l'élève, il a des compétences encore à développer en maths, ben nous, on travaille avec des associations qui permettent de suivre le travail scolaire. Donc, on fait beaucoup de choses dans ce style. Et puis, on inclut les parents, ça je viens de vous expliquer. Et ce qui est important, c'est que tout le personnel éducatif soit sensibilisé dans toutes les matières à ces questions-là, parce que en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve comme problématique dans toutes les classes. Donc voilà, ça c'est une autre vision du diamant langagier. Et en fait, ça forme l'acronyme Ensemble parce que c'est dans l'interactionnisme social. Là aussi, je rends hommage à nos collègues suisses, aux travaux de Jean-Paul Broncard par exemple, qu'on arrive effectivement à co-construire des connaissances. Donc c'est vraiment, voilà, dans cette interaction-là que notre répertoire, notre compétence plurilingue et pluriculturelle, elle peut se développer. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la littérature, notamment en sciences du langage, hein, les langues et les normes des élèves, elles ont pu à un moment donné être vues un peu comme des freins, et puis maintenant vues comme des ressources. Mais bon, il y a ce mouvement de balancier, donc j'aimerais qu'on revoie un petit peu les choses, parce qu'on verra que bah oui, des fois ça peut être frein, des fois ça peut être ressource, mais bon, il y a comme ça des variations qui sont possibles. Donc, est-ce que la langue d'un élève, ça va aider par rapport au français? Est-ce que ça va aider par rapport notamment aux mathématiques, hein? Par exemple, si vous voyez, on a un élève turcophone, on veut lui faire comprendre que le rayon du cercle haut, eh bien, il se note de telle manière, mais que l'élève, lui, en turc, en fait, vous voyez qu'on a ce syntagme nominal qui est introduit par une préposition. Nous, on a un complément de nom, mais pour un élève qui parle turc, vous voyez qu'on a simplement une juxtaposition de rayon et cercle, et en fait, ça suffit pour expliquer qu'il y a bien, il y a bien une relation entre cercle et rayon, hein, comme on peut le trouver en anglais aussi. Vous savez qu'en anglais, il y a une inversion syntaxique. Bon, en fait, est-ce que c'est peut-être nous qui inversons, hein, syntaxiquement, on dit toujours que c'est l'autre, mais voilà. Et en fait, vous voyez que tout simplement, c'est pas forcément la même conception, hein, au niveau la syntaxique, et que ça peut aider l'élève ou que ça peut l'entraver. Mais ce qui compte, c'est de le verbaliser. Si l'élève il le verbalise, il va comprendre qu'en français, alors non seulement en plus ça va l'aider en maths, mais ça va l'aider après en français dans toutes les autres matières. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que c'est un cercle vertueux. Moi j'appelle ça le recyclage des langues et des normes. Parce que vous le faites, vous expliquez ça en maths, les rayons du cercle, ça fonctionne comme ça en français, alors que en turc, c'est pas utile d'avoir une préposition qui introduit donc le complément de nom. Et ben s'il le comprend en maths, ben, il va comprendre qu'il y a des compléments de nom ailleurs en français, et ça va l'aider dans d'autres matières. Et donc vous voyez, c'est ça qui est vertueux, c'est que si tout le monde le fait un peu dans toutes les matières, l'élève il va progresser beaucoup plus vite en français, les élèves allophones bien sûr, mais aussi les élèves francophones. Donc ça c'est vraiment très très important. Alors, il y a eu beaucoup d'études sur les bienfaits du bilinguisme, sur le, voilà, qu'on peut transférer d'une langue à l'autre, on peut réfléchir sur les langues, voilà, sur les disciplines, hein, mais en même temps, c'est complexe. Vous voyez que aucun enseignant peut connaître toutes les langues des élèves, donc ne peut
des fois pas être très à l'aise à faire ce genre de réflexion méta, mais en fait, encore une fois, hein, quand on est linguiste, eh bien, on cherche simplement à savoir comment fonctionnent les langues, mais c'est pas juste pour le bonheur de savoir comment ça fonctionne, même si c'est intéressant, mais c'est juste comment ça peut servir aux Français et à la discipline. Parce que après, voilà, c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est que ça soit une aide et un outil. Supplémentaire. Donc là, vous voyez, on a Riem hein, qui dit la droite D est l'axe symétrique de F et G qui sont symétriques l'un à l'autre. Et donc là, il a traduit en arabe. Vous voyez, l'un à l'autre, l'un de l'autre. Et donc, ça lui a permis de comprendre que dans les relations de symétrie, eh bien, on a deux termes. Et eh bien, on a pu discuter le fait que, effectivement, syntaxiquement, en français, c'est la même chose. Le symétrique de l'un est par rapport à l'autre. Et que en arabe aussi, on a bien des éléments qui nous permettent de montrer qu'il y a une relation. Donc ça, c'est intéressant, mais toutes les langues, vous voyez, ne le manifestent pas de la même manière. Mais toutes les langues le manifestent quand même, parce que sinon, elles ne pourraient pas arriver à ce concept mathématique. Donc vous voyez, il y a différents usages, par exemple, de la préposition de, hein, la distance de un endroit à un autre endroit. Hein. Donc là, si on traduit dans des langues vivantes étrangères apprises à l'école, on a from to, hein, le cercle, le centre de ce cercle, of this circle, et le cercle de centre O, with center O. Donc on voit bien que chaque fois, on a de, mais on se rend bien compte que dans les autres langues, eh ben, ça nous permet de mieux comprendre que ces deux, eh bien, ils ont des définitions différentes et des sens différents, et que ce deux, il est polysémique. C'est Michel Candelier qui cite souvent Goethe qui dit «Je ne connais pas ma langue si je ne connais pas d'autres langues». Eh bien, ce détour par d'autres langues, c'est pas un détour, hein. Comme dirait De Pietro, c'est un recours, ça nous aide à mieux comprendre. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Le groupe Plurimat et Christophe H, Catherine Mendoza-Diaz ont fait des très beaux travaux sur les lexiques. Ils sont vraiment très intéressants. Et il y a le lexique et il y a aussi la syntaxe et bien sûr les autres niveaux langagiers hein, qui peuvent nous permettre justement de mieux comprendre un énoncé mathématique, une formule mathématique, etc., etc. Donc ça, vous voyez, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc là, on a fait des tableaux, vous voyez, avec les élèves. Vous voyez, en français, en arabe littéraire, dans le dialecte de la Darija, dans d'autres langues connues, et on arrive à justement réfléchir à ces questions et à faire comme des sortes d'imagiers, mais cette fois-ci syntaxiques, avec les élèves pour justement mieux comprendre la polysémie de ce de en mathématiques. Donc ça, c'est un exemple, mais ça dépend encore une fois quels sont vos objectifs. Donc, vous voyez, si ça vous intéresse, on avait fait justement une conférence avec Aurélie Chenet sur Plurimat. Ah, désolé si vous avez du mal à lire, je vous enverrai après le diaporama, il n'y a pas de, il y a pas de souci. C'est peut-être un peu petit, je m'en excuse. Donc voilà, juste pour terminer hein, par rapport à ces éléments, et puis après je voudrais vous montrer dans le reste du temps comment on a essayé d'appliquer toutes ces théories dans un cahier pour les élèves allophones, hein, mais en tout cas ces théories après elles peuvent être transposées dans les cours, dans tous les cours, il y a aucun souci. Hein. Et donc, c'est de proposer des tâches qui motivent un vrai travail sur la langue et en même temps avoir une véritable attention hein, au langage et aux langues des élèves et aux normes aussi. Hein. Et puis, voilà, la nécessité d'être vigilant, de penser une progression, à la fois dans la production et dans la réception, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, et parce que effectivement, ça va permettre de développer à la fois des compétences en français et à la fois des compétences en mathématiques. Donc ça, c'est vraiment très important aussi. Donc, j'en arrive au cahier. Je vais vous montrer un petit peu par rapport aux, euh, aux présupposés théoriques qu'on connaît hein, dans la littérature et que je viens de vous exposer brièvement, comment on a essayé d'en tirer un maximum d'éléments pour pouvoir justement travailler avec les élèves. Alors, c'est pour les élèves allophones et c'est au collège, mais bien sûr, vous pouvez tout à fait l'adapter pour des élèves plus jeunes et puis aussi pour des élèves plus âgés. Et j'ai aussi des collègues qui me disent qu'en REP+, avec des élèves qui sont pas forcément nouvellement arrivés en France, mais qui parlent d'autres langues à la maison ou qui sont
très éloignés du point de vue des pratiques langagières qui sont attendues en maths, ils peuvent l'utiliser. Donc ça, c'est intéressant. Donc les compétences des élèves peuvent être hétérogènes. On peut utiliser le cahier à la fois en maths, mais aussi en UPE2A. Ça veut dire que s'il y a une UPE2A dans votre établissement, le prof de français, langue de scolarisation, il peut aider, il peut préparer au niveau langagier la notion que vous allez aborder après en maths. Donc ça, c'est intéressant, vous voyez, parce que l'élève, il va de classe en classe avec son cahier, donc c'est personnel, hein, c'est son cahier. Donc il peut écrire dessus, vous allez voir tout à l'heure. Et puis, ça va l'aider justement à s'approprier à la fois les compétences langagières et à la fois les notions en mathématiques. Donc ça, c'est important et c'est ce qu'on a essayé de faire en différenciant au maximum voilà, les propositions. Alors, on a vu ce que dit la recherche, c'est qu'on essaye de proposer des temps de réflexion pour désolidariser la fonction objet de la fonction moyen, c'est-à-dire les mathématiques du langage. Voilà, ça c'est important. On passe par le recours d'autres langues ou d'autres normes, voilà, et c'est donc le levier qu'on a choisi pour favoriser l'apprentissage des formes langagières, la conceptualisation, notamment en français, mais aussi en maths. Voilà. Alors, bon, pour nous, c'est ce qu'on vise, c'est vraiment l'inclusion scolaire. Comme l'élève, c'est son cahier, il peut écrire dessus. Donc, vous verrez tout à l'heure qu'il a des lexiques plurilingues, donc il peut écrire dans plusieurs langues s'il a envie. Et justement, il peut s'appuyer à la fois sur les langues qu'il connaît déjà. Encore une fois, s'il a envie de les utiliser, il y a des élèves qui ont honte de parler certaines langues ou de les écrire. S'ils ne veulent pas, on va pas les forcer, hein, on va pas évidemment les traumatiser, hein. Mais l'idée aussi, c'est de proposer un cadre qui est assez sécurisant, pardon, pour les élèves, pour que les élèves se sentent à l'aise pour utiliser un certain nombre de langues, hein. Ça, c'est important aussi pour effectivement bien montrer que on est vraiment dans l'acceptation de ces langues et de ces éléments pour les élèves. Autre chose aussi, c'est qu'on a essayé de mettre en place des activités qui sont progressives. Donc, vous allez voir qu'on a choisi des notions mathématiques qu'on va revoir de la sixième jusqu'à la troisième, mais évidemment avec une évolution en essayant de respecter au maximum les programmes. Alors, on n'a pas pu traiter toutes les notions, hein, mais on a essayé d'en traiter un maximum pour bien préparer les élèves et puis pour que ça corresponde vous aussi à vos attentes en tant qu'enseignant. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure du point de vue de la théorie, c'est que solliciter le répertoire plurilingue et plurinormé de l'élève, ça va l'aider à faire des liens et ça va l'aider à mémoriser plus vite, hein, puisqu'on sait que on a une mémoire qui est associative. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut demander à l'élève d'écrire dans une autre langue ou de dessiner aussi, hein. Donc le dessin, ça peut permettre aussi voilà, au niveau de la mémoire associative, de pouvoir eh bien, mieux mémoriser. Et puis, on a toujours une séquence introductive, je vous montrerai un petit peu tout à l'heure pour bien commencer, hein. Donc, pour nous permettre de comprendre voilà, les nombres, le matériel de géométrie, le vocabulaire, la notation en géométrie. Voilà, il y a des choses qui nous semblaient un petit peu des incontournables. Et donc, pour nous, voilà, on a décidé de le mettre dans cette séquence introductive et je vais vous la montrer brièvement. Je ne pourrais pas tout vous montrer, mais vous verrez. Voilà, sinon, si ça vous intéresse, il y a des choses aussi qui sont sur le site d'AT Didier avec des exemples. Alors là, vous voyez, pour bien commencer, on a commencé avec les nombres. Alors, ce qui se passe, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur les compétences orales, écrites, production, compréhension. Vous avez vu que vous avez des pictogrammes, ils sont tout petits, mais vous avez un petit bonhomme avec son oreille. Donc là, il va écouter, hein, vous voyez. Il y a des fois un livre, donc là, il va lire. Il y a des fois, il a un stylo, donc là, il va produire à l'écrit. Et il y a des fois, il a des bulles, donc soit il fait une production orale monologale ou bien dialogale. Donc vous voyez qu'on a bien respecté ça, d'entraîner l'élève à toutes ses compétences. C'est ces compétences-là qui forment la maîtrise de la langue, même si j'aime pas trop maîtrise de la langue, vous avez compris. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire pour que ça corresponde vraiment à toutes les compétences à laquelle l'élève doit être entraîné.
Vous voyez? Alors ensuite, vous avez aussi un petit pictogramme. Moi, j'en suis très contente. Voilà, qui Didier a bien voulu le dessiner pour nous et il est dans tous les cahiers parce qu'il y a aussi un cahier pour les sciences, il y a un cahier qui va sortir là pour le français, il y a un cahier pour apprendre à lire, à écrire et il y a un cahier pour voilà être accueilli au collège. Donc il y a plusieurs cahiers. Et il y a ce petit pictogramme, vous avez vu, bon, il est tout petit, mais c'est une terre avec des alphabets différents. Et en fait, c'est le pictogramme plurilingue et pluriculturel. Et donc, en fait, ce pictogramme fait que l'élève, il va essayer de piocher dans son répertoire pour pouvoir mieux comprendre la notion qu'on est en train de lui présenter. Par exemple, là, on travaille sur les nombres hein, pour bien commencer et on demande dans les langues que tu connais, est-ce qu'on compte de la même manière qu'en français? Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que l'élève, il va dire, ah ben non, mais finalement, dans les langues que je connais, c'est plus simple parce que 13, pour moi, c'est 10 plus 1. Hein. Il y a beaucoup de langues où c'est additif, en fait. Hein. Et puis, nous, on n'a pas de chance parce qu'on a 70, hein, 60 plus 10, 90, 4 fois 20 plus 10. Donc, vous voyez, on multiplie et des fois, on additionne. Et donc, voilà, c'est intéressant de pouvoir comparer. C'est ce qu'on avait vu à la maternelle, mais voilà, vraiment pour les tout jeunes. Là, vous voyez que ce sont des réflexions méta qui sont des réflexions sur la langue, mais qui vont nous permettre de mieux conscientiser et de mieux de nous approprier la notion mathématique. Voilà. Donc là, après, on peut relier hein, chaque nombre à son écriture. Vous voyez aussi, on parle des numéros de téléphone parce que effectivement, selon les langues et selon les contextes aussi, on ne dit pas les numéros de téléphone de la même manière. C'est intéressant aussi de voir la notation des écritures, la virgule et les espaces qu'on ne note pas de la même manière. Vous voyez, en français, 3412,1. Vous voyez que aux États-Unis, par exemple, on note pas du tout de la même manière. Et donc, moi, ce que j'ai pu observer aussi des fois avec des collègues en maths, c'est que tout de suite on dit, ah non, 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 c'est pas ça. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de dire, ah bon, mais pourquoi tu notes comme ça? Et que l'élève il puisse nous expliquer qu'il y a d'autres formes qui existent et de bien comprendre, bah, il n'y a pas de mal, hein. Vous voyez, c'est ça le pluriculturalisme en fait. C'est pour ça que c'est intéressant aussi cette notion de. Là, j'ai beaucoup parlé des expériences langagières, mais en fait, c'est la même chose avec les expériences culturelles qui sont contextualisées. Et donc, bah, de dire, bah oui, ça dépend des contextes. Et donc là, dans tel contexte, on va avoir plutôt tel type de notation, et dans un autre contexte, en France, on va avoir ça. Mais vous voyez, pas de dire non, oublie tout ce que tu connais, oublie tes langues, oublie tes expériences culturelles, mais plutôt de dire, ah oui, c'est intéressant, et ça intéresse la classe. Et si l'élève comprend ça, en fait, il va plus vite mémoriser la notation en français. Donc moi, je trouve que ces pages, elles sont parce que ça permet d'entamer. Alors, il y a un guide pédagogique qui est en ligne, d'ailleurs, que vous pouvez vous procurer si ça vous intéresse. Et vous verrez, donc, il y a des propositions d'exploitation qui sont faites aussi. Hein. Donc là, on a les outils de géométrie. Donc c'est intéressant aussi parce que des fois, on a des outils qui sont pas forcément les mêmes d'un contexte à l'autre. Hein. Bon, par exemple, est-ce que maintenant j'ai vu que ça existe de plus en plus hein, les équerres rapporteurs, mais je sais qu'à un moment donné, on les trouvait pas mal en Allemagne, mais je les trouvais pas trop en France. Et puis vous voyez là, la façon de noter l'angle droit n'est pas forcément la même d'un contexte à l'autre. Et puis il y a peut-être d'autres codages qui existent. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que bah, ça permet de montrer que il y a des expériences culturelles variées, on les accueille et après on passe à la norme qui est attendue dans la norme mathématique en France ou bien dans le contexte où on est. Donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi. Là, c'est plutôt sur les mesures. Donc, vous savez aussi que sur les grandeurs et unités usuelles, là aussi, c'est plutôt interculturel. Hein. On n'a pas les mêmes unités de masse ou les mêmes unités de longueur. Donc, ça peut être intéressant, vous voyez, avec des objets réels ou des animaux ou des humains, de voir un petit peu comment on se situe hein, sur le poids, la masse, les longueurs. Et puis, pareil sur les températures avec les degrés Celsius, les degrés Fahrenheit. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Voilà, ça, c'est des choses qui sont très intéressantes aussi à faire avec les jeunes. Et vous voyez, hein, on a beaucoup d'élèves aussi francophones qui ne vont pas dans ces classes. Certains parmi vous font des formations CLIL ou sont déjà dans des salles, dans des classes CLIL ou DNL ou Émile. Et
en fait, en France, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand même, c'est encore pour une élite. Et moi, je trouve que, bah, justement, ça permet de mobiliser aussi les langues vivantes qui sont enseignées dans l'établissement. Et puis, pourquoi pas, de travailler sur l'anglais, l'espagnol, voilà, et que ce soit pas juste une élite qui aille dans ces cours Émile ou CLIL. Et on peut tout à fait intégrer ces langues. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi parce que là, je trouve qu'il y a une problématique Émile. Bah, c'est bien si vous avez des Émiles en REP. Bah, en tout cas, moi, je peux vous dire que voilà, j'ai eu d'autres expériences où voilà, on disait bah, dans le dossier académique, il n'est pas assez fort, donc on n'envoie que des dossiers forts en Émile. Donc bah, ça va dépendre vraiment. Là aussi, on a des inégalités de territoire et des fois, ça peut être une opportunité pour les élèves et des fois, c'est pas le cas. Donc oui, c'est vraiment intéressant de travailler dans ce sens si on en a la possibilité et tant mieux si effectivement dans vos contextes c'est proposé. Alors là, ce qui est intéressant aussi, alors ça vient aussi de l'ethnomathématique, hein, c'est de voir qu'on pose pas forcément les opérations de la même manière, mais même en France, hein, on peut avoir des collègues qui peuvent poser les opérations différemment. Et ce qui est intéressant, quand je vous parlais tout à l'heure dans le diamant langagier du tutorat entre pairs qui peut changer, hein, comme une sorte de marché de connaissances, c'est que certains élèves finalement, peuvent ne pas être à l'aise avec les modalités de pause, vous voyez, de la soustraction ou de l'addition, mais ils peuvent être aidés si ou mieux comprendre avec une autre modalité qui est proposée par un autre élève qui parle peut-être une autre langue, mais ça va plus lui parler. Donc voilà, ça c'est intéressant. Donc on pose à l'élève, et toi, quelle méthode tu utilises? Est-ce que tu connais d'autres méthodes? Présente-le à la classe ou même le présenter dans d'autres langues. Donc ça c'est aussi très intéressant également. Et vous voyez que en même temps qu'on fait des maths, on fait du français puisque on essaye d'expliquer, voilà, bah, comment on pose un problème, quels sont les types d'énoncés, et puis les énoncés qu'on a dans la vie quotidienne par rapport aux mathématiques. Hein, vous voyez que les verbes comme justifier, prouver ou expliquer n'ont pas forcément, alors il y a un continuum de sens, mais sont pas forcément exactement la même signification d'un contexte à l'autre, et donc c'est pour aider l'élève. Donc évidemment, le cahier il n'est pas du tout exhaustif, hein, malheureusement, on n'a pas assez de pages pour ça, mais c'est aussi pour donner l'idée aux collègues de travailler dans ce sens-là, selon les objectifs bah, qu'ils veulent atteindre avec leurs élèves. Donc là, vous voyez, on est sur bah, ce qu'on appelle dans la littérature la secondarisation. Moi, je préfère parler de continuum, mais bon, peu importe. Vous voyez, avec la vie quotidienne d'un côté et puis les maths de l'autre. Et vous voyez que ça peut aider aussi des élèves francophones à mieux mémoriser, à mieux comprendre. Hein, ça peut être aussi intéressant. Et vous voyez aussi ben, des petits tableaux à remplir pour essayer de mémoriser ces éléments de mathématiques qu'on peut retrouver dans la vie quotidienne. Voilà, alors sinon, pour faire un... Je vais terminer sur le cahier, hein, et puis après on va pouvoir discuter. Donc simplement, vous voyez les notions hein, qu'on a choisi. On a essayé d'être le plus exhaustif possible, mais on ne peut pas tout couvrir. Donc, vous voyez les nombres entiers et décimaux, les opérations, les triangles, les quadrilatères, les fractions, etc. Donc, voilà, on a plusieurs notions qui sont abordées, chaque fois dans les différentes classes, donc sixième, cinquième, quatrième, troisième, etc. Et vous voyez que chaque fois, il va y avoir des points langues qui vont être abordés. Alors, les points langues, ils sont assez opportunistes, c'est-à-dire qu'ils vont dépendre un petit peu de ce qu'on va traiter en termes de notions mathématiques. Par exemple, si je travaille sur les nombres entiers ou décimaux, à un moment donné, je vais devoir comparer ou classer ces nombres, et donc forcément, je vais travailler sur le comparatif en français ou le superlatif. Vous voyez, c'est assez logique en fait. Hein. Et cette logique qu'on trouve dans le cahier, moi, ce que j'aimerais, c'est que les collègues en maths, et ben après, ils se disent, bah tiens, je travaille telle notion, bah du coup, forcément, ça va entraîner au niveau lexical, au niveau syntaxique, au niveau de la conjugaison, tel et tel élément. Ben, je peux demander à mon collègue en UPE2A si j'ai des élèves allophones de le faire avec les élèves, mais moi aussi, je peux le faire et je vous assure que ça va faire beaucoup de bien aux élèves francophones. Donc là, vous voyez sur les opérations, donc on doit diviser, on peut diviser, voilà. Donc on en profite pour revoir la conjugaison de pouvoir et devoir, l'accord de l'adjectif au pluriel. Et puis là, sur les triangles et les quadrilatères, ben, on en profite pour voir la voix active, la voix passive,
parce qu'à un moment donné, dans les problèmes, on aura ces éléments-là. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec les points de langue concernant les notions. Vous voyez, c'est ce que vous faites en DNL anglais, bah, c'est génial. Mais en fait, ce que je vous dis, hein, c'est que moi, j'ai une conception générale, en fait, au niveau des sciences du langage et de la langue, euh, qu'on peut transposer dans tous les domaines. Moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que là, il y a des universaux singuliers, parce qu'après, on va adapter selon les contextes. Là, je reprends la formule de Galisson. Mais voilà, moi, c'est ce que j'espère, c'est que tout le monde s'empare de ça, parce que ça, c'est un outil, c'est des outils pour tout le monde. Donc, c'est que chacun retrouve son pouvoir, hein. Ça, c'est vraiment pour moi primordial. Alors, autre chose que je voulais vous montrer aussi. Donc là, bon, on va passer brièvement. Donc, vous avez voilà, toutes les notions qu'on a vues, hein. Donc, il y en a 11, hein. Donc, voilà, les transformations, les solides, le calcul littéral. Et chaque fois, les points de langue qui sont abordés. Donc, avec ce que je vous ai dit, hein, des moments d'audio, on va écouter des énoncés, on va écouter des problèmes scientifiques, on va écouter, voilà, des moments où on va voir des vidéos. Donc, vous voyez, on va bien travailler la compétence de compréhension orale, les compétences de production orale et écrite, et bien sûr avec des activités plurilingues et pluriculturelles. Alors, juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne une séquence, parce que vous voyez que ce cahier, on peut l'utiliser aussi en classe avec des élèves francophones et allophones. Donc, on a toujours une première page d'accroche où on a, par exemple, là sur les nombres décimaux, on a des images et on fait parler les élèves sur les images. Donc les élèves allophones, bah, ils peuvent parler dans les langues qu'ils connaissent, ils peuvent essayer de répondre, hein. Voilà, donc là, on leur pose des questions à partir de la notion pour qu'ils essayent de retrouver un petit peu le lien sur les nombres entiers et décimaux bah, dans leur vie quotidienne. Et puis après, tout de suite après, on a le répertoire plurilingue. Donc là, les notions qu'on va avoir dans la séquence, eh bien, l'élève, il va pouvoir déjà traduire dans des langues qu'il connaît, faire des dessins, faire des schémas, pour pouvoir se l'approprier. Comme ça, il n'arrive pas sec, j'ai envie de dire, par rapport aux notions, hein. On va déjà l'aider à comprendre le lexique ou les énoncés ou les verbes principaux qu'on va retrouver dans la séquence. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme les programmes dans le monde entier en maths sont pas les mêmes, c'est qu'on peut avoir des élèves qui n'ont pas eu de rupture scolaire, qui arrivent en quatrième, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'en maths, ils ont fait le programme de maths de sixième, cinquième. Donc, ils peuvent revoir ce qui a été fait en sixième et en cinquième. Donc, vous voyez, ils peuvent retourner en arrière s'ils le souhaitent. Et bien sûr, s'ils sont plus avancés, ils peuvent aller en avant, hein, ils peuvent aller jusqu'en troisième. Donc là, c'est aussi intéressant pour eux. Ils ne perdent pas de temps, ils peuvent avancer. Donc voilà, ça c'est la double page, pardon, la simple page d'accroche, hein, où effectivement on va poser des questions hein, sur la vie quotidienne, sur voilà, la notion, comment elle peut être vécue par l'élève, si l'élève l'a déjà vue. Donc ça c'est intéressant aussi. Puis ça fait parler les élèves francophones, les élèves allophones. Et vous voyez dans le répertoire plurilingue, là il est un peu plus gros. Donc ça va permettre vraiment de guider la compréhension de la séquence, de mémoriser les éléments importants et puis aussi de parler avec les parents à la maison. Parce que ça, c'est hyper important. Le répertoire plurilingue peut être montré aux parents. Les parents, eux aussi, peuvent annoter sur le cahier. Il n'y a pas de problème du tout, hein, c'est fait pour ça. Donc là, je vous montre simplement une page là sur les nombres entiers. Donc vous voyez qu'il y a des moments d'écoute, il y a des moments de jeu, hein, il y a des activités à faire à deux, des activités à faire tout seul. Il y a des consignes à partir de l'écrit, mais il y a des consignes à partir de vidéos ou à partir d'images. Donc voilà, c'est pour essayer d'être un peu plus multimodal et d'accompagner les élèves au maximum. Voilà, donc ça, on continue dans la page. Donc les élèves savent tout de suite, ah bah là, c'est quelque chose que je peux écouter, que je peux réécouter à la maison, parce que c'est vrai que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avec le téléphone portable, vous flashez les vidéos ou les audios et vous pouvez les réécouter à loisir. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Voilà. Et puis, chaque fois, l'élève, il sait ce qu'il a à faire. Donc, on ne peut pas le laisser complètement en autonomie avec son cahier. Mais quand même, il y a pas mal de choses qu'il peut faire et qu'il peut refaire à la maison. Donc, pour terminer, parce que moi, je serais très heureuse aussi de vous écouter hein, et de discuter avec vous, c'est vraiment cette idée de recyclage des langues et des normes.
c'est que plutôt que de dire ah mince, il va y avoir des interférences, prendre plutôt conscience qu'il y a un continuum et que des fois ça peut être différent, mais c'est pas un problème. Je prends conscience de ça et nous, dans tous les projets de recherche qu'on a pu mener, on s'est aperçu que les élèves, après, ils infèrent eux-mêmes en disant ah mais peut-être parce que dans la langue de un tel, ça fonctionne pas comme ça. Ah mais peut-être que ah toi t'as fait des maths, mais ça marchait comme ça. Donc vous voyez, ils ont l'idée que on est dans une forme de tâtonnement qui est l'approche scientifique, hein, c'est ça la main à la pâte de Charpak. Mais en réalité, ça nous aide à co-construire et on est dans quelque chose, voilà, un environnement qui est assez sécurisé pour que l'élève s'autorise ça. Donc, nous, ce qu'on a vu dans les programmes de recherche, c'est que les élèves sont plus actifs, ça renforce leur capacité d'observation, d'analyse, de mise en relation des langues et des concepts mathématiques, que les élèves qui connaissent pas encore la langue, qui connaissent pas le métalangage, ben, ça va pas les désavantager, hein, parce qu'on est vraiment dans de la manipulation sur les différences, les similitudes, sur la langue, sur les concepts mathématiques. Et puis, les enseignants, ce qu'on a vu, c'est que en fait, cette prise de conscience que l'élève a quand même tout un bagage, tout ce répertoire, toute cette compétence-là, plurilingue, plurinormée, pluriculturelle, ben c'est un plus hein, quand même. L'élève, c'est plein de choses, donc on peut mobiliser. Alors c'est vrai que ce nouveau rôle, il peut des fois insécuriser, mais nous, on est là pour accompagner les collègues en disant, mais c'est normal d'être insécurisé. Comment je peux savoir si l'élève, là, il dit pas une bêtise dans une autre langue que je ne comprends pas? Ben, c'est pas grave, c'est pas une bêtise, c'est ce qu'il a dans sa compétence dans son répertoire, et puis ben, c'est ce qu'il dira. Et puis après, petit à petit, il va construire la notion mathématique, la notion en français, et puis ce qui compte, c'est être davantage attentif, et ça va se co-construire de cette manière-là. Alors pour terminer, hein, je vous montre juste un petit florilège. Alors c'est pas que des maths, mais bon, ça dure 3 minutes, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment on travaille dans un établissement où il y a tout ça. Et puis on passe à la discussion. Je vous remercie beaucoup. Ah, il n'a pas voulu mettre en route mon petit... Alors, attendez. Il veut pas. Il est fatigué. Alors. Parce que dans nos classes ordinaires, les élèves parlent souvent de nombreuses langues. Je suis espagnole, je parle français et arabe. Et que nous l'ignorons. D'abord, j'ai mis l'arabe parce que c'est la première langue que j'avais commencé à parler. Je vais présenter ces tableaux-là en ma langue. Je l'ai présenté en mandarin. Le catalan, je l'ai appris à l'école quand j'avais 3 ans. Pourtant, les langues sont au cœur de notre humanité. C'est la langue de ma famille. C'est une langue que je parle à la maison avec mon frère, ma mère et mon père. C'est notre langue. On ne peut pas. Au point que parfois les élèves les oublient eux-mêmes. Ça, c'est intéressant de valoriser en même temps ses élèves, de valoriser ces langues toujours. Dans ma classe, je savais qu'il y avait d'autres langues que le français, mais je ne pensais pas autant. Japon, tu découvres d'autres langues parce que je ne connaissais même pas. On était dans la même classe, ça fait 2 ans, mais je ne connaissais même pas. Il y en avait, je ne savais pas, ils parlaient des autres langues. Moi, je croyais qu'ils parlaient que le français, mais on a appris des choses avec ces personnes. Ça m'a surpris qu'il y ait autant d'enfants qui parlent d'autres langues. Je ne connaissais pas beaucoup de choses sur les gens de ma classe et ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. Je me suis dit, enfin, il y a quelqu'un qui s'intéresse un peu à ma langue, à mes origines, un peu tout ça. Ça fait plaisir. C'est leur mettre face à eux ce dont ils sont capables. Et ce dont sont capables les autres aussi. Et d'apprendre aussi à mon fils l'origine de ses parents. Et voilà, ça rapprocher encore plus. On a vraiment un étalage de toute leur richesse linguistique dont ils n'ont pas forcément conscience eux-mêmes. J'ai appris des choses sur mon origine, sur ma langue. Como lo vemos, el sol ya está fuerte. El cielo es azul. Muestra que es verano. Est-ce que tu parles d'autres langues à part l'espagnol? Je parle arabe et un peu de basque. Plante pan juatan tengrota et verde portocali de rose. Awa. Salam alaikum. Les langues sont une ressource puissante pour développer des compétences en langue de scolarisation. Et dans les autres matières scolaires. J'aurais bien aimé expliquer aux autres ce que ça veut dire. Mais moi, l'arabe, leur expliquer ce que ça veut dire en français.
ces élèves-là ont pu finalement conceptualiser peut-être à un niveau supérieur que ce qu'ils auraient pu faire en français. Une classe est loin d'être monolingue. Il faut quand même connaître sa classe pour pouvoir parler le même langage, c'est-à-dire pluriculturel et plurilingue. Est-ce que tu as vraiment aimé travailler sur la langue de ta famille? Il y avait tout le monde qui était fier de sa langue. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vais départager comme ça, je vais vous voir et on pourra discuter. Je vous remercie encore. Merci beaucoup Nathalie, c'était vraiment super. Donc, ouvrez votre micro si vous voulez poser des questions. Bravo. C'est pour témoigner parce que j'ai un élève qui est afghan, qui est né en Turquie. Et en fait, il m'a dit que il ne comprend pas la méthode de soustraction qu'on est en train de faire au tableau, mais venez madame, regardez comment moi je fais. Et j'arrive au même résultat. Et du coup, il me l'a fait, j'ai compris ce qu'il a fait, et ben je l'ai envoyé au tableau. Et depuis ce jour-là, il se sent valorisé et il est un excellent élève en maths en fait. Malgré l'obstacle de la langue, il comprend vite les concepts, les procédures, et il les applique. Et même au niveau de la résolution de problèmes, il progresse. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. C'était trop bien. Merci pour votre témoignage parce que voilà, c'est vraiment ce qu'on essaye de dire, de rester attentif en fait et de rester ouvert à ces possibilités parce que c'est ça en fait, hein, l'interculturel, ça fait aussi partie de la formation que j'ai et que je forme aussi les collègues, c'est de rester attentif à l'autre parce que l'autre a beaucoup de choses à nous apprendre. C'est vrai que moi j'ai un IAIPR là, qui s'occupe du CASNAV à Montpellier qui s'appelle Frédéric Miquel qui dit les élèves nous élèvent et c'est un peu ça. Et donc ils nous apprennent des choses et puis peut-être que aussi cette technique elle va parler à d'autres élèves et va aider d'autres et donc ça fait boule de neige, c'est vraiment très intéressant. Et je trouve que c'est ce qui permet aussi de pas nous ennuyer dans notre métier, voilà, d'avoir toujours l'opportunité d'avoir de la nouveauté et de nous-mêmes nous recycler, en Voilà. quelque sorte. Moi, ça me fait penser aux enfants soleil, là. C'est un dispositif qui met au devant de la scène un enfant particulier dans la classe avec ses parents et où ça permet une journée de, de, de partager une spécificité de cet enfant, quoi. Et c'est vrai qu'on est tous spéciaux, quoi. On a tous des choses vraiment spéciales à partager. En tout cas, merci Raoula pour. Ouais, c'est pour ça mais merci Christian pour ta remarque. Je connaissais pas cette activité d'enfant soleil. Je trouve ça intéressant. Mais parce que voilà, on est toujours en train de dire oui, il y a des élèves qui sont différents, il y a de la diversité, mais en fait, on est tous uniques. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors oui, il y a des universaux de fonctionnement sur le langagier, sur les apprentissages. Ça, je pense que c'est important de voilà. Mais après, on est tous uniques et on a tous à apprendre les uns des autres. Évidemment, l'enseignant, c'est lui aussi qui va voilà qui va transmettre un certain nombre de connaissances et les co-construire avec les élèves. Mais je trouve que voilà, ce paradigme, il est quand même vraiment intéressant pour, en termes de didactique générale aussi. Et je trouve que les maths sont très propices à ça. Et on a des résultats très intéressants avec les élèves en maths et avec les collègues. Je trouve ça vraiment passionnant. Juste encore Raoula, j'ai fait l'expérience de co-enseignement maths en anglais avec ma collègue professeure de maths et on était sur les fractions. Et ben, les élèves ils ont fait le constat suivant. Pourquoi on n'enseigne pas les fractions comme ça se fait dans les pays anglophones? Parce que c'est beaucoup plus simple la notation et ça a du sens. Alors que nous, 3,5, allez-y. Donc, Oui, donc je pense que... Raoula. Là, tu ouvres une grosse question. Hein. Bah oui, c'est Non, ça. alors ce que je peux dire par contre, du point de vue des sciences du langage, c'est que nous on dit toujours, enfin moi je dis ça, la variation c'est la norme. Que en fait, sans arrêt, selon le contexte énonciatif, on va parler d'une certaine manière, on va s'adapter aux interlocuteurs, à la situation, au médium, etc., etc. Mais moi, ce que je pense, c'est que en fait, il y a de la variation
variation peut-être dans la notation en maths, il y a de la variation dans la présentation de certains problèmes. Mais justement, c'est normal, en fait, c'est le fonctionnement ordinaire, mais ça nous permet peut-être de plus profondément comprendre cette notion mathématique. Et vous voyez, c'est cette variété qui nous permet peut-être de mieux comprendre. Ben nous, c'est pareil en linguistique, hein, c'est la variété des normes qui nous permet de mieux comprendre comment fonctionne le langage. Et ça, je pense que c'est la même chose en maths, quelles que soient les disciplines. C'est la variété de toutes ces propositions peut-être de notation qui permettent de mieux comprendre en profondeur une notion mathématique. Donc ça me semble aussi très, très fécond. Samia Weslati, s'il te plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Merci Bonsoir. Nathalie pour cette belle présentation. Vraiment, il y a beaucoup de travail et j'ai beaucoup appris à partir de ces travaux-là. J'enseigne en Tunisie, je suis docteur en didactique des maths et j'ai participé plusieurs fois pour PISA et pour les évaluations pour la correction en Tunisie. Donc, votre travail porte sur les élèves du primaire, c'est-à-dire au début des notions mathématiques, c'est-à-dire pour avoir des lexiques dans différentes langues et tout ça. Je veux vous demander à propos des situations en problème, c'est-à-dire le contexte. Des fois, la langue, c'est pas uniquement comment on appelle ça, ou bien est-ce que vous avez travaillé sur la culture propre des élèves, parce que derrière la langue, il y a une culture, il y a des fois, si on a des problèmes avec dans un certain contexte, donc on fait appel à la culture. Donc, est-ce que ça intervient? Est-ce que ça fausse pour la mise au point d'un concept mathématique ou bien surtout dans la proportionnalité, par exemple, il y a des situations, peut-être c'est cette culture, comment ils voient les choses, est-ce que ça dépend de leur pays, parce qu'il y a différentes cultures. Est-ce que ce côté interculture, entre guillemets, peut freiner ou bien au contraire, ça peut faire évoluer les choses, à votre avis? Oui, je vous remercie. Alors, nous, on a travaillé sur un continuum, hein, par exemple, avec le projet Listiac, on a travaillé de la maternelle au lycée, lycée pro, hein. Donc, on a voilà, tous les cas de figure avec D'accord. les élèves. Après, le cahier, là, que je vous ai montré, il est à destination des collégiens, mais il y a peut-être des notions ou des éléments, voilà, qui peuvent intéresser peut-être des élèves en lycée pro ou en troisième cycle, hein, vous voyez, CM2, sixième. Alors, la question de l'expérience culturelle, hein, quand je vous parlais tout à l'heure de la compétence plurilingue et pluriculturelle, en fait, c'est la même chose, hein. Il y a des expériences langagières et des expériences culturelles. Et c'est ce qu'on disait, ben, des fois, selon les langues, on n'exprime pas forcément de la même manière. Je vous ai montré l'exemple du 2, là, qui est très polysémique en français. En Ouais, fait, quand on ouais, traduit dans ouais. d'autres langues, on peut avoir, voilà, on peut avoir des énonciations qui sont très, très différentes. Et il y a ce petit pictogramme là dans le cahier, hein, plurilingue, pluriculturel, où là on demande à l'élève, mais justement dans ton expérience en maths, est-ce que tu as utilisé ceci, cela? Alors moi, la difficulté que j'ai, c'est que comme je suis obligée de m'adresser à n'importe quel élève, un élève qui peut arriver de Tunisie, du Pérou, Ouais. de l'Iran. Donc, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas analyser les expériences mathématiques ou la culture éducative mathématique en Iran en particulier et dans telle région, parce qu'en plus, j'imagine que ça va dépendre aussi des fois voilà, des régions de la formation des enseignants. Bon. Ouais, Et donc, ouais, je suis obligée de poser que des questions qui sont hyper générales en ouais. demandant simplement à l'enseignant d'être attentif. Après, si l'enseignant, lui, il a envie d'aller voir, bah moi j'encourage, hein, d'ailleurs dans le diamant langagier, je dis c'est intéressant de solliciter les parents et de solliciter du matériel plurilingue, donc de demander aux élèves apportez vos manuels de maths si vous en avez encore par exemple, ou alors allez en chercher nous-mêmes sur internet ou à la Ouais, bibliothèque. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, ouais, je suis ouais. obligée d'être assez généraliste parce que des élèves allophones, ils viennent du monde entier. Et donc, je ne peux D'accord. pas savoir quelle est la culture mathématique qu'ils ont dans tout leur contexte. Alors après, ça peut dépendre parce que si je travaille avec une classe en particulier, je vais avoir quelques langues, quelques expériences culturelles circonscrites. Donc là, on peut affiner.
Mais sinon, malheureusement, je suis sur une démarche qui est générale là. Et après, ben, vous, si vous êtes en Tunisie, vous savez quelle est la culture éducative en maths sur place. Donc, vous êtes vraiment avantagé là pour aider vos élèves. Donc, c'est positif. Mm. Ouais, merci. Moi, j'ai pensé à ça parce qu'il y a des items en PISA. Il y a des fois, les élèves tunisiens n'arrivent pas à, à réussir ces items. Donc, il y a beaucoup des inspecteurs et tout ça, lorsqu'ils disent, bon, c'est la culture, parce qu'il y a un problème de culture. Donc, on n'est pas habitué à telle chose et telle chose. C'est pour ça ils n'ont pas bien compris. Ce contexte-là, c'est nouveau pour eux. Si on leur propose ces items-là avec des notions sans le contexte de la situation, donc ils pourraient trouver la solution. C'est pour ça. Oui, vous J'ai voulez dire pensé à c'est la des contextes culture. extra-linguistiques. Par exemple, Emmanuelle Le Pichon, elle disait toujours, mais vous savez, alors je crois que c'était, elle a vécu aux Pays-Bas, elle disait, mais aux Pays-Bas, quand on parle des boîtes 2, c'est des boîtes de 10. Et nous, on a des boîtes de 12. Donc, si vous Ouais, dites à ouais, un élève, bon, alors, à partir de, vous allez au supermarché, vous achetez une boîte 2, bah oui, mais bon, c'est 10, c'est 12. Donc, vous voyez, ouais, c'est ce qu'on ouais. appelle, nous, en linguistique, le contexte extra-linguistique. Donc, le contexte, en fait, D'accord. voilà, naturel. Et évidemment, ça peut ne pas parler à l'élève. Et on a l'impression, des fois, qu'on l'aide en lui donnant une situation concrète. Mais cette situation Ouais, concrète, elle peut être un peu contre-productive parce que c'est pas ce qui va, ça va pas être son contexte réel et concret. Donc oui, oui, bien sûr. Si vous avez ouais, raison, c'est il ça. faut faire attention à ça. C'est Ouais. pour ça que moi je reviens Merci. toujours à l'élève. Mais toi, et peut-être que l'élève là, il dira, bah oui, bah oui, c'est vrai que moi j'ai Ouais, l'habitude d'avoir des boîtes de 6 œufs ou des boîtes de 10 œufs ou voilà, ça c'est important aussi. ouais, c'est ça. Merci, merci, merci pour ce beau travail. Merci à vous. Merci. Alors, Catherine Mendoza Diaz. Oui, bonjour. Alors, je ne sais pas si j'ai réactivé ma caméra. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir. Donc, j'ai écouté un petit peu cette présentation sur les mathématiques au cérébralophone. Et puis, moi, je suis contente parce que je n'avais pas vu la présentation du cahier précédemment. Je crois qu'il a été présenté sur Canopé, il me semble. Enfin, il a dû y avoir une Oui, présentation. et puis il y avait un webinaire. Oui, on avait fait un webinaire, oui. Ouais, donc j'avais pas pu assister, donc c'est bien de le voir comme ça, prendre forme, etc. Je voulais savoir, c'était une question par rapport au choix de la conception. Pourquoi finalement ce sont trois autrices de français et pourquoi il n'y a pas de mathématiciennes qui ont rejoint l'équipe pour l'écriture du manuel? Ah non, pour avec vous en maths, c'est que des enseignants de maths qui ont fait le cahier. Il D'accord. y a pas Parce que d'enseignants de langue. Non, non. En fait, pour ah, chaque cahier, avec le bon vous lien, alors, dans ce cas-là. Ah, d'accord. Parce que je voyais le lien qui a été transmis. Alors, c'est peut-être pas le bon lien qui est mis sur le chat. Il faudra peut-être le remettre parce que j'étais en train de me dire, c'est bizarre. Je voyais bah, c'est peut-être avec vous Florence au collège, parce qu'il Guillaume. y en a plusieurs dans la collection. Donc, avec vous au collège, c'est des collègues en UPE2A qui ont fait. Moi, je suis éditrice de la Ok. collection. Donc, moi, en fait, je veille à ce que tous ces concepts, en fait, hein, toutes ces notions, qui me semblent vraiment importantes, et arrivent à émerger dans le cahier. Mais après, nous, on n'a que des auteurs qui sont des spécialistes de la discipline. Voilà. Et donc, pour les maths, Alors, c'est des collègues en maths. Et pour les sciences, c'est des d'accord. collègues en physique, chimie et en SVT qui ont fait. Voilà. Désolé, ce n'est D'accord. pas le bon lien. Désolé, ce n'est Le pas le lien. bon lien. C'est pour ça que je disais, c'est bizarre ce lien. C'est bizarre, les auteurs étaient professeurs de lettres modernes. Je l'avais pas sous les mains. J'avais consulté Et puis précédemment, mais je après, me rappelle pour les lire et écrire, là, c'est des collègues en UPE2A ou des collègues en lettres modernes, effectivement. Et puis là, on va sortir un cahier sur le français. Donc là, c'est des collègues en lettres. Ouais. Non, non, il faut que les pas. collègues Oui, Non, non, je me oui, sentirais pas de faire ça toute seule avec des collègues. Ce serait un petit peu compliqué. oui. D'accord. Merci beaucoup de cette précision, Nathalie. Merci pour cette précision. Désolé d'avoir collé le premier lien que j'avais trouvé. Non, mais André, c'est bien que Catherine ait vu. super. André Awe Wankwage, vous voulez prendre la parole? André? Peut-être que non. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je vais peut-être en poser une. Alors,
Ouais, je suis vraiment tout à fait convaincu par le fait que on comprend mieux quand on comprend de plusieurs points de vue et en particulier interculturel. Avec ça, ça me paraît interlinguistique, ça me paraît très très clair. Mais ça a quand même vraiment un coût. C'est un coût cognitif et puis ça a un coût temporel dans la classe. Donc voilà, comment est-ce que ça se gère ça? Est-ce que c'est vraiment un investissement rentable pour l'enseignant? Ouais, ça on l'a vu parce que tu vois, Christian, c'est souvent des choses que nous disent les enseignants. Ah là là, mais je vais perdre du temps, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai des notions mathématiques à enseigner. Et en fait, en réalité, au final, alors. Déjà, il y a des effets à différents niveaux. Il y a des effets sur le climat de classe. Ça, tous les collègues qui ont travaillé sur ces projets l'ont vu, tu vois. Donc, ça veut dire que tu as un climat où les élèves sont motivés, ils vont se sentir en sécurité, ils vont être plus actifs. Donc forcément, ça va avoir un impact sur le succès scolaire. Donc ils vont rentrer davantage dans les apprentissages. Et après, encore une fois, moi ce que je dis, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire tout le temps. Mais quand tu as une notion mathématique où tu te rends compte que par exemple les verbes devoir et pouvoir, c'est un incontournable, ça vaut quand même la peine de prendre 2 minutes. Après, si tu as des élèves allophones, ça vaut la peine d'aller voir ton collègue en UPE2A, dire, écoute, là, je travaille sur l'ordre de grandeur, ce serait bien de revoir le comparatif, etc., etc. Et toi, de te dire, ah tiens, vous voyez, donc c'est pas faire des grandes, des longues activités sur cognitives au niveau du méta, tu vois. C'est vraiment de l'intégrer dedans. Et ça peut être très. Alors moi, j'ai parlé, enfin, j'ai écrit hein, sur ça, sur ce que j'appelle utiliser les ressources des élèves de façon spontanée ou de façon planifiée. Mais c'est ce qu'il appelle aussi Laurent Gaillot macro ou micro alternance, c'est-à-dire quand est-ce que tu changes de langue, quand est-ce que tu as recours aux langues, quand est-ce que tu as voilà. Donc tu peux le faire de façon planifiée et puis et que ça te prenne pas beaucoup de temps. Et après surtout, tu peux le faire quand tu vois qu'il y a un élève qui bloque. Et là, tu te dis ben tiens. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de traduire la consigne par un copain, par mon téléphone? Est-ce que là, ça vaut pas le coup qu'il reprenne son répertoire plurilingue et qu'il aille revoir un petit peu cette notion? On l'avait vu, on l'avait traduite, mais peut-être il a oublié. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est de développer. Pour moi, c'est comme une boîte à outils et tu continues d'avoir cette boîte avec toi, hein, on continue, et à ce moment-là, tu peux aller piocher selon les besoins de tes élèves. Mais c'est pas partir sur des grandes. Tu vas pas transformer un enseignant de mathématiques en enseignant de français, ça n'a pas de sens. En fait, le sens, encore une fois, c'est la notion. L'acquisition de cette notion mathématique, il faut vraiment que les gens ils restent dans leur rôle. Moi, ça me semble essentiel. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette histoire de didactique du plurilinguisme, pour moi, c'est contre-productif parce que les gens, ils ne comprennent pas. Et c'est la raison pour laquelle je dis non, non, ce qui est important, c'est voilà, de mobiliser ces ressources, de faire attention quand même aux pratiques langagières du français qui ont l'air très transparentes, qui ne le sont pas, et de pouvoir naviguer avec ça. Et c'est du bricolage au sens de Lévi-Strauss, ce que je dis souvent aussi, et c'est pas négatif, le bricolage. Le bricolage, ça peut permettre de monter une maison, hein. Donc voilà, c'est vraiment dans ce sens-là que tu vois que je le préconiserais et pas du tout dans des sens dogmatiques ou mais j'ai eu la même chose en français hein, quand il y a longtemps, il y a 25 ans quand j'ai proposé de comparer les langues. À un moment donné, même le ministère m'a dit, mais alors, Madame Auger, on compare les langues combien d'heures par jour ou combien de minutes dans les programmes? J'ai dit non, au secours, faut pas faire ça. Parce qu'en plus, ça peut être complètement contre-productif. Ou l'enseignant, il va pas. Parce que ce que je dis là, ça va aussi avec des conceptions de coopération, de tâches problèmes, de conceptions en général qui vont dans ce sens-là. Sinon, encore une fois, on va être complètement à l'inverse de ce qu'on cherche à mettre en œuvre. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette vision globale. Et je dirais jamais, tu vois, bon, allez, tous les jours, il faut faire 15 minutes dans ton cours de maths de français. C'est pas du tout ça. D'accord, C'est merci. rassurant? Oui, 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 tout à fait. Il y avait Ouria Hamzaoui qui parlait qui disait merci pour cette belle conférence. Votre approche me fait penser à celle de Joël Cordès dans un cours d'anglais exceptionnel de mon parcours doctoral à l'université de Perpignan. Et elle a écrit un livre, Apprendre et enseigner l'intelligence des langues à l'école de Babel, tous polyglottes.
aux éditions Oui, alors Salomon. ça a été mon enseignante aussi quand je suis arrivée au troisième cycle, Joëlle Cordès. Très Donc tu bien. vois, voilà, on se refait pas, hein. Donc tout ça, ça a des liens. Et effectivement, Joëlle Cordès, une de mes doctorantes, a fait un podcast aussi sur Babel, si ça vous intéresse. Donc c'est super, elle explique tout ça et c'est vraiment très intéressant. Oui, oui, ben, il y a des liens, hein, en fait. Bon, ce que je dis, moi je répercute aussi. Tout un tas de travaux nationaux et internationaux sur la question, hein. C'est pas juste mon idée, hein, c'est vraiment, je m'inscris dans un sillon qui a déjà été balisé par mes collègues, hein. Parfait. Thomas Huguet, alors, de vous poser une question? Oui, le premier point, c'était une réaction sur le PISA. Et il se trouve que j'ai travaillé à l'ADEP sur le CERN de PISA en 2007-2008 et que j'ai été à ces moments-là en contact avec les items en anglais. Il fallait se poser la question des traductions. Et effectivement, traduire Hmm. show you work, c'était compliqué. Ça ne correspondait pas à des demandes de tâches habituelles. Et c'est vrai que c'est un challenge d'arriver à trouver des items qui permettent d'évoluer au niveau international. Et Hmm. on va vers un dénominateur commun nécessaire qui est à la fois sur les contenus mathématiques, mais aussi sur les éléments de contexte. Et j'ai vu passer des items qui ont été parfois écartés parce qu'ils ne pouvaient pas convenir à certaines cultures non plus. Donc ça, c'est important parce que le PISA, il renseigne, il est fort dans ce qu'il renseigne et en même temps, il y a des angles morts. Et nous, en 2003, on était malheureux de ne pas voir un certain nombre de concepts mathématiques apparaître dans le PISA. En même temps, il était utile dans ce qui nous bousculait, dans ce qui nous a interrogés, notamment en termes de capacité à mobiliser les mathématiques au quotidien. Donc ça, c'est une parenthèse. L'objet de mon intervention aujourd'hui, enfin de ma question, mon questionnement est le suivant. Certes, je suis enseignant avec Xavier Allophone, mais dans le cadre de mon travail à l'INSEE en tant que formateur académique, depuis 2 ans, je mets en place des formations pour des collègues qui débutent dans le métier, qui sont donc stagiaires, qui ont réussi le concours, qui sont d'anciens agrégés ou qui préparent le concours, qui sont des gens en master MEF. Et dans ce contexte-là, on a mis en place des formations de 2 années de suite. Et je trouve que c'est très compliqué de sensibiliser en formation initiale les élèves à la question de l'allophonie. C'est des publics qui ne rencontrent que pas ou très peu. Et ça leur parle pas ou peu. Et c'est difficile d'avoir prise de les. Voilà. Donc, je ne sais pas comment vous faites, vous, en formation initiale. Et si vous en faites, vous faites des matheux ou d'autres. Et je suis curieux de vous. Bah, merci pour le témoignage sur la question de PISA, hein, c'est précieux. Là, on était en train de regarder un énoncé, la taille de cet élève double, etc. Et en anglais, c'est double. Donc, on a voilà, c'est pas. Oui, non, pardon, en français, c'est et le double. Et nous, et en anglais, ils ont le verbe. Et donc, voilà, ça peut entraîner effectivement des fois des facilitations ou au contraire des freins. Et puis, bah, en formation initiale, moi, ce que je propose, c'est une journée où bah, je leur montre le film Immersion, vous voyez, où on a cet élève en mathématiques, bon, bah, justement, qui arrive à trouver le résultat, mais qui n'arrive pas encore à produire. Et comme ça, en fait, on remonte la théorie où je réexplique les problématiques de compréhension, de production, de l'écrit, de l'oral. Je parle des expériences culturelles mathématiques selon les langues. Je présente le diamant langagier en expliquant que c'est intéressant quand même de savoir quelle langue les élèves parlent parce qu'on peut toujours à un moment donné s'appuyer pour aller faire des recherches, prendre un manuel, hein. De travailler aussi avec les parents, ça peut être intéressant. Donc voilà, en une journée, honnêtement, en une journée, moi je trouve que voilà, en 6 heures, on arrive quand même à dire l'essentiel et après à expliquer ce que aussi j'ai répondu à Christian, c'est-à-dire de pas se mettre une grosse pression, mais de l'avoir en tête, que les notions mathématiques sont accompagnées de pratiques langagières, que ben voilà, quand on présente une notion, chaque fois dans ces 50 minutes de cours, on peut quand même penser à qu'est-ce qui pourrait être au niveau des pratiques langagières un point de difficulté, et puis essayer de travailler de demander aux élèves si eux, comment ils le disent dans d'autres langues, si là sur cette notion, est-ce qu'ils l'ont travaillé, s'ils arrivent d'autres endroits, et puis voilà, si par exemple se reposer les soustractions. Bon, moi je pense que c'est une petite, voilà, simplement une façon, voilà, d'intégrer ces éléments-là douces, parce qu'on ne voudrait pas faire quelque chose de violent.
Ok, c'est un outil de plus sur la palette de l'inclusion, quoi. Oui, exactement. Moi, Ok. c'est ce que je pense. Et l'inclusion, tu vois, pas que des élèves allophones, parce que Oui, je bien dis sûr. classe multilingue, mais c'est vraiment aussi pour les élèves francophones. Et puis, tu peux, t'ajoutes les langues régionales, t'ajoutes les langues anciennes. Tes élèves francophones qui n'ont pas pu aller en Émile, ben, tu vois, tu peux rajouter des langues qu'ils auraient bien aimé ben, faire en maths, par exemple, mais qui ne peuvent pas faire. Enfin, moi, je trouve que ça, voilà, c'est intéressant. Et alors, Marissa va prendre la parole, mais je pense que Marissa a montré très brillamment que justement, quand on passe aussi par d'autres langues, on arrive aussi à avoir une compréhension du concept de la discipline de façon plus accrue. Et donc, ça, c'est ce que tu montres dans tes travaux. Et donc, il y a aussi un bénéfice dans ce sens-là. Marissa, je vois que tu veux parler, donc. Alors, merci, merci, merci infiniment. Ton argumentaire est absolument persuasif. Je pense qu'on Pour toi? sort de là absolument rassuré. J'ai trouvé. Alors, merci aussi à Monsieur Christian parce que avoir comme ça tout de suite plein de références dans les notes, je vous remercie infiniment. C'est très très bien organisé. Je vois que tu regardes attentivement les messages, donc tu es tout de suite prête. Merci, merci. C'est très très bien organisé. J'ai trouvé très très intéressante la question qu'a posée notre collègue à propos de PISA et qui vient se renouer avec la dernière intervention. Alors, tu parles interculturel. Là où personnellement, certes, c'est culturel, mais c'est aussi, mais est-ce trop difficile à expliquer, épistémologique, c'est-à-dire chaque culture a une façon personnelle de construire la connaissance. Et en réponse aux collègues qui viennent de parler, est-ce qu'il ne serait pas intéressant que les enseignants soient justement formés à l'idée qu'il y a une multiplicité de questions épistémologiques et donc leur apprendre à comment présenter, comment se construit dans une culture une connaissance et leur donner une panoplie de visions d'autres épistémologies. C'est-à-dire les armer, eux, déjà depuis les débuts et qu'ils expliquent aux élèves quel est le travail qu'ils vont faire ensemble pour construire les connaissances. Et là, j'y mettrai aussi le langage dans le sens que chaque discipline utilise des typologies, des genres de textes bien particulières. Est-ce trop compliqué de parler d'épistémologie? Parce que moi, je trouve que c'est là un tout petit peu la clé de tout. Puis, il y a sans doute des genres. On avait réfléchi avec Bernard Pi, merci de l'avoir appelé, justement sur les genres textuels. On peut pas dire que l'histoire, c'est du narratif. En réalité, l'histoire, c'est de l'argumentatif, mais il y a aussi du narratif. Le narratif, c'est sans doute le genre le plus comment dire, transversal. On peut peut-être dans certains genres travailler transversalement. Et pour d'autres, par contre, il faut vraiment travailler de façon spécifique parce qu'ils sont spécifiques aux disciplines. J'ai été trop longue, mais merci, merci. Très intéressante aussi toutes les interventions que je vois passer et les expériences qui sont racontées. Merci. Merci Marissa. Alors, c'est peut-être pas à moi de répondre. Je pense que c'est plutôt aux collègues en mathématiques. Est-ce que finalement, l'épistémologie, ça fait partie, voilà, de la formation continue, de la formation initiale? Moi, c'est vrai, j'ai parlé d'interculturel, d'expérience culturelle, de culture éducative, juste pour montrer qu'il y a de la variation en fait. Mais et comme en langue, on a de la production de sens, voilà, qui va varier selon les contextes, selon les langues. Est-ce qu'en mathématiques, vous, c'est peut-être à vous que j'ai envie de poser cette question sur l'épistémologie? Ouais, je sais pas qui, parce que moi je suis un mathématicien, mais bon, il y en a d'autres hein, là qui peuvent répondre. Michel Artigue, par exemple, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est c'est- c'est,
ce n'est pas forcément très présent dans la formation initiale des enseignants, mais il est clair qu'il y a des épistémologies différentes et que c'est à prendre en compte, c'est sûr. Alors, souvent, il y a quand même dans la formation, il y a une dimension historique qui est quand même bien présente. Et le problème, c'est la relation quand même entre épistémologie et histoire des mathématiques. C'est pas tout à fait la même chose, mais la question qui a été posée est très très intéressante, oui, tout à fait. Et cette sensibilité à l'épistémologie peut être complètement différente et qu'on voit aussi dans nos domaines de recherche, des épistémologies très différentes suivant les contextes culturels dans lesquels nous faisons nos recherches nous-mêmes, qui sont extrêmement présentes. Donc je pense qu'effectivement, c'est une très bonne question. Tout à fait. Mais moi, la manière dont j'avais compris ce que Marisa disait, c'est que ça touchait presque à l'ethno-mathématique, c'est-à-dire qu'est-ce qui dans notre culture de la vie de tous les jours et qui dépasse complètement les mathématiques, influe sur la manière dont on peut Oui. aborder la mathématique. Oui, mais là, alors, de ce point de vue-là, effectivement, il y a de plus en plus une grande sensibilité à ces questions d'ethno-mathématiques. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va. Moi, je n'enseigne plus en formation. Je ne sais pas jusqu'où ça va, ça se traduit dans l'enseignement en particulier ou dans la formation des enseignants, la formation initiale et continue en France. Mais il est clair que ce domaine de l'ethno-mathématique est devenu quelque chose d'extrêmement présent et reconnu dans la communauté internationale, alors qu'il est apparu quand même assez tardivement. Par exemple, l'ethnomathématique, bon, le premier porteur, c'était Ubiratan d'Ambrosio, un chercheur mathématicien brésilien, et les travaux, bon, c'était plutôt dans les débuts, dans les années 80, donc c'est encore assez récent. Mais on voit effectivement cette sensibilité qui est de plus en plus présente et qui aide aussi à sortir d'une vision purement du monde occidental des mathématiques. Et donc, avec tous les collègues avec lesquels on peut travailler en Afrique, en Amérique latine, en Asie, on voit bien l'importance de ceci. Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut combiner effectivement l'ethnomathématique avec ces questions de la linguistique, bien sûr, et on a des collègues qui travaillent là-dessus. Par exemple, j'ai des collègues en Amérique latine, au Mexique, qui font leur recherche sur le plurilinguisme, mais avec cette dimension d'ethnomathématique très forte, parce qu'ils travaillent sur les langues qui ne sont pas l'espagnol, mais les langues du pays autres. Et il y en a tellement. Voilà. Ça, je trouve ça vraiment passionnant et fascinant, sans non plus tomber dans la culturalisation, parce que ça, c'est ce qui me fait peur parfois de dire, bah voilà, telle langue égale telle culture mathématique égale, parce que des fois, et ce que j'aime dans la démarche interactionnelle qu'on fait avec les élèves, c'est que les élèves nous apportent leur expérience, et puis même si on se dit, ah bah oui, il est turcophone, il a fait son cursus en Turquie, il va arriver avec tel modèle ethno-mathématique, ben peut-être que non. Et puis peut-être qu'il sera passé par d'autres pays, il aura été scolarisé, il aura fait autre chose, et puis voilà, qu'il n'y ait pas de forme de déterminisme ou d'enfermement. Donc je trouve que c'est hyper intéressant l'ethnomathématique pour avoir ces informations et en même temps de rester toujours ouvert, parce que de toute façon les expériences culturelles, elles sont toujours en mouvement et dans l'espace et dans le temps. Et donc en fait, on essaye comment dire, de photographier quelque chose qui est toujours en mouvement. C'est très compliqué. Il y a aussi l'idée qu'à travers cela, on préserve aussi les cultures. Ouais, exactement. Marisa, quelque chose à rajouter? Alors, oui, je voudrais tout simplement, Catherine Mendonça est toujours très, comment dire, réservée, mais elle a écrit avec un autre auteur dont actuellement je ne me rappelle pas le nom. Lyon Forêt, oui, un livre sur les voilà, maths. Lyon Forêt. Moi, j'ai trouvé très intéressant ce bouquin parce que justement, il y est question de ethnomathématiques et merci pour tous ces ajouts très
très intéressant. Et aussi, il y a des conseils pratiques pour les enseignants de maths sur comment, par exemple, simplifier ou complexifier la langue avec des élèves. Moi, je dirais pas uniquement étrangers, parce que j'étais allophone en mathématiques, profondément allophone. Merci, merci. Merci. Donc, HP, est-ce que vous avez une question? Oui, Allez-y. merci, c'est Kwame Pierre. Si j'ai bien compris, on peut avoir des classes où il y a, comment dirais-je, plusieurs langues, c'est-à-dire des élèves de divers horizons. Pour une prise en charge efficace de ces élèves, je voudrais savoir si de quelle formation bénéficie l'enseignant pour une prise en charge efficace de ces élèves-là, Alors, relativement à cette diversité c'est une des langues. question intéressante, oui, oui. Alors, nous, on peut avoir des élèves qui parlent différentes langues, hein, toutes les langues du monde, parce que ça va un peu dépendre des mobilités, des conflits. Et donc, bah, nos enseignants, ils passent une certification de français langue étrangère, voilà, dans leur rectorat, où ils expliquent les formations qu'ils ont pu faire pour voilà, à l'université, par exemple, des masters de français langue étrangère, s'ils ont déjà eu des élèves allophones dans leur classe. Et ils sont certifiés. Donc, ça veut dire que c'est un inspecteur avec des collègues de l'université. Moi, tous les ans, je fais passer ce type d'examen. Et donc, les enseignants, après, ils ont la possibilité d'avoir une UPE2A. Donc, c'est une classe où on accueille des élèves allophones, donc migrants généralement pendant un an, donc à mi-temps, puisque comme je vous disais, ils sont inclus directement en mathématiques et dans d'autres disciplines, mais à mi-temps, ils sont dans cette classe pour développer des compétences en français. Donc voilà, c'est la formation, enfin la formation qu'on demande que les enseignants aient. Mais on leur donne pas s'ils ont envie. Hein. Il faut que eux aillent s'inscrire à l'université, fassent un DU ou un master FLE, et puis après passent cette certification. Des fois, il y a des préparations à la certification. Des fois, c'est suffisant, des fois, ça ne l'est pas. Ça dépend vraiment des, des contextes et de la région où on est. Ok, Merci, merci. Merci à merci. toutes et tous. Et là, il est bientôt 19h, donc je pense Oui. qu'on va s'arrêter là si vous voulez bien. Je me permets de vous inviter au prochain téléséminaire international des IREM. Alors, celui de mars, en fait, nous n'en savons trop rien, donc peut-être, probablement, n'y en aura-t-il pas. Mais donc, le vendredi 3 avril, eh bien, nous écouterons Mohamed Abdo Ali, qui est inspecteur de mathématiques à Djibouti, en République de Djibouti, et Yannick Truckenwald, qui est chercheur au Eldar à Paris, qui parleront de mathématiques au lycée et intelligence artificielle, hein, quelque chose de très à la mode. Eh bien donc, je vous souhaite un très bon mois de février et à bientôt. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Merci bien. Bonne Merci. soirée. Merci à vous. Merci beaucoup.